Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans le podcast Les chercheurs de valeur. Je suis avec Xavier et on est très heureux de vous accueillir pour ce premier épisode. Et dans ce premier épisode, on va parler d'un sujet assez important. Ça va être un vrai combat puisqu'on va parler de bourse versus immobilier. Mais si c'est un podcast où on va parler d'investissement, on va parler d'argent, on a peut-être une notion de valeur qui est un peu plus importante. Et c'est de ça que je voudrais qu'on discute d'abord avec Xavier pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre dans ce podcast. Salut Xavier. Salut Victor. C'est vrai que ce podcast, quand on en a discuté, on voulait tous les deux faire un podcast de finance, investissement, mais on avait envie d'élargir un petit peu. Moi, en tout cas, c'était clair pour moi. Et c'est aussi un des intérêts de ce podcast, c'est de pouvoir aller un petit peu au-delà de ce que je fais habituellement, qui est vraiment de la finance pure, de la bourse pure. Et parfois, je suis moi-même frustré de me dire, mais il y a autre chose que ça dans la vie. J'ai aussi un aspect entrepreneurial qui m'intéresse. J'ai aussi de l'immobilier dont je ne parle pas qui m'intéresse. Et puis, pour moi, la valeur, c'est quelque chose de très, très large. Et puis, un point aussi sur le côté podcast, c'est que moi, c'est un format que j'adore. C'est un format que je pratique déjà, mais qui n'est pas dans le but de faire du podcast pur. Donc, ça me fait plaisir de faire avec toi vraiment en format podcast, discussion. On a le temps, on prend le temps de parler des choses, de débattre. À mon avis, on ne sera pas toujours d'accord. Mais oui. Voilà pour moi le but de ce podcast. Mais oui, et que les gens aient un petit peu la genèse. En fait, on s'était contacté avec Xavier parce que à la base, moi, je suis assez loin du monde de la bourse. Et j'ai créé sur ma chaîne de rhétorique, j'ai commencé à créer un format assez spécial où je répondais aux gens qui m'attaquaient sur Internet parce que si vous me connaissez pas, j'ai une chaîne YouTube avec quand même pas mal de visibilité et donc quand on a de la visibilité, il y a pas mal de gens qui nous attaquent et un jour j'ai commencé à faire quelque chose d'assez rigolo, à répondre aux critiques de ceux qui m'attaquaient, de monétiser les vidéos et d'investir l'argent que je récoltais grâce aux vidéos où je répondais aux gens qui m'attaquaient. Et donc à force d'investir de l'argent face à mon public, je me suis dit mais il faut que j'aille au-delà de ça. Il faut que j'invite quelqu'un qui peut expliquer à mon public de néophyte comment ça fonctionne tout ça, et c'est là que j'ai décidé de contacter Xavier. On a eu une conversation que vous pourrez voir sur YouTube où on discutait ensemble de Xavier de finance, de qu'est-ce qu'il faut faire quand on commence à investir, et on s'est dit que ça pouvait être amusant qu'on ait cette relation un peu complémentaire de quelqu'un qui vient pas du tout du monde de la bourse et donc qui parfois aura des questions un peu naïves sur le sujet, et je crois que ce qui va être aussi intéressant, c'est que j'aurai un éclairage sur la notion de valeur, mais sur comment est-ce qu'on partage la valeur. Parce que ça a été c'est le cœur de mon travail aujourd'hui. C'est que mon travail, c'est d'aider les gens qui ont une expertise, qui ont quelque chose à vendre, qui ont quelque chose à partager, de le faire bien, en faisant de bons discours, en faisant peut-être de bonnes vidéos. Et c'est pour ça qu'on aura une section de ce podcast où on vous parlera également de ce qui a le mieux marché pour nous, le contenu peut-être où on a créé le plus de valeur. Comme ça permettra d'avoir également cette dimension, parce que découvrir la valeur, c'est une chose, mais il faut également être capable de la partager dans de bons discours. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur la présentation du podcast ? Oui, t'as raison. J'aurais dû revenir sur la genèse, mais en fait, c'est que la genèse, c'est encore avant ça. Mais je pense que t'as oublié, c'est que moi, je faisais mes vidéos, je lis toujours les commentaires, je réponds pas toujours, je lis toujours, je peux en rater quelques-uns, mais c'est toujours intéressant de lire les commentaires. Et moi, je te suivais sur ta chaîne principale, rhétorique, etc. Donc, je te suivais, j'aimais beaucoup ce que tu faisais, et tout d'un coup, je vois dans un des commentaires Victor Ferry qui commente. C'était une vidéo sur l'écologie, et qui dit bonne vidéo sur l'écologie, tu devrais en faire plus comme ça. Et j'ai été vachement flatté. Je me suis dit et puis je sais plus ce que j'ai répondu en disant j'aime beaucoup ce que tu fais, c'est sympa, etc. Et en fait ça a démarré assez tôt. Et c'est pour ça qu'après j'étais très content aussi de passer sur ta chaîne. Mais c'est vrai que c'est drôle qu'on vient de deux mondes complètement différents, mais on se retrouve finalement sur le terrain de la valeur en fait.
Ben oui, c'est ça. C'est que moi, j'ai mis très longtemps avant de comprendre comment est-ce qu'on pouvait vraiment créer de la valeur, parce que j'ai un parcours universitaire. Et quand on a un parcours universitaire, tous les sujets de l'argent, de l'investissement, de être capable d'augmenter ses revenus en faisant des actions un petit peu efficaces, c'était très 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 loin de mon monde. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir mis longtemps avant de comprendre qu'il y a des actions qui servent pas à grand chose, et il y a des actions qui permettent vraiment de décupler la valeur. Et donc, quand j'ai commencé à être à mon compte, quand j'ai commencé à me rendre compte que c'est possible de faire des actions qui permettent directement d'augmenter nos revenus par rapport au monde universitaire où, bah voilà, évidemment, on se démène, on essaie de produire, mais notre salaire est fixe à la fin du mois. Ça a été vraiment une révélation. Donc, on parlera d'entrepreneuriat, on parlera de bourse, mais on parlera de la valeur au sens large. Et moi, la valeur au sens large, c'est tout ce qui nous permet de grandir. Je ferai intervenir le mot d'humanisme. J'aime beaucoup cette notion d'humanisme, à savoir l'idée que l'homme, c'est un animal qui est perfectible, un animal qui peut augmenter sa culture, qui peut augmenter sa nature, et donc on ira dans toutes ces dimensions, même si évidemment le cœur, c'est comment est-ce qu'on est capable de décupler l'argent qu'on peut gagner. Alors, à ce stade, il faut que vous sachiez que pour que ce podcast fonctionne, on a un sponsor. Ce sponsor, on va vous en parler dans les prochaines semaines. On va avoir la chance d'ailleurs, à la fin de cet épisode, d'avoir un entretien avec un des créateurs de l'entreprise dont on va vous parler. Et maintenant, je vous propose de découvrir de qui il s'agit. Alors, est-ce que t'as commencé à investir un peu sur Realty, Xavier? Alors moi j'ai commencé, c'était moi, comme on va en discuter, bourse immobilier ça me plaît, et là ça introduit une autre notion qui est la notion de crypto, puis il y a un peu cette excitation, faut le dire, hein, de quelque chose qui est nouveau, etc. Donc oui j'ai investi dans un immeuble à Chicago, et je trouve, voilà, j'ai vraiment hâte de parler à Jean-Marc, donc un des créateurs, comme tu le disais, en cette fin d'émission. J'ai plein de questions à lui poser. J'ai déjà répondu à pas mal de questions en investissant moi-même, hein. On passe toutes les étapes, on comprend un peu mieux, etc. Mais j'ai encore plein de questions. Mais oui, parce que ce que le public doit comprendre, ce que vous devez comprendre qui nous écoutez, c'est que quand on vous présente un sponsor, on a vraiment envie de le pratiquer. On a vraiment envie de le pratiquer, et moi je dois vous avouer que depuis que je savais qu'on allait bosser avec Realty, j'ai l'impression d'être tombé dans tout un nouvel univers. J'ai dû construire mon wallet, j'ai commencé à faire des transferts d'euros vers du stablecoin, vers la monnaie native de la blockchain sur laquelle sont émis les tokens, et je trouve ça passionnant. Et ce qui m'a surpris, c'est que hier j'ai essayé d'acheter un token pour avoir une partie d'une belle petite maison à Détroit. La vente était prévue à 9h du soir, et à 9h01 tout était sold out. Donc j'imagine que c'est parce que Realty commence à agiter la communauté francophone et commence à se faire connaître, mais en tout cas c'était assez spectaculaire. Donc on félicitera Jean-Marc pour tout ça. Alors, avant de rentrer dans le thème, dans le cœur de cet épisode, on trouvait ça sympa de se présenter, que vous sachiez qui va vous accompagner dans ce podcast. Qu'est-ce que tu dirais pour te présenter, Xavier ? Si je devais me présenter aujourd'hui, parce que je vais pas forcément faire la totalité de l'historique, mais moi aujourd'hui je me vois, parce que c'est drôle quand on se présente, c'est surtout la manière dont on se perçoit en fait, parce qu'on peut se présenter de plein de manières différentes. Moi aujourd'hui je me vois comme un investisseur avant tout dans l'immobilier, puisque je fais de la location courte durée. En fait, je suis dans le sud-ouest, dans une petite ville du sud-ouest qui est relativement touristique. Donc ça, c'est ma principale activité, on va dire. Et puis à côté de ça, bien sûr, la bourse, c'est ma passion depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Donc je gère mon patrimoine boursier. Moi, j'ai un cursus, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans notre discussion, c'est que moi, j'ai vraiment un cursus purement financier. J'ai fait des études de finance, j'ai un master 2 de banque et finance à l'université de Lyon. Après, j'ai fait du trading pendant de 2000 à 2008 à la BNP.
à Paris puis à Londres. Et puis la crise de 2008 arrivant, j'ai basculé à Genève pour faire cette fois-ci dans la banque privée chez HSBC. Je gérais des équipes de back-office ou d'opération, donc je suis passé de l'autre côté de la lumière, je suis passé dans l'ombre, mais j'ai aussi énormément appris. Et puis en 2018, j'ai décidé de devenir indépendant, donc via l'immobilier, la bourse, et puis je fais aussi du contenu financier. Voilà, il osera pas vous le dire. Il osera pas vous le dire, mais Xavier, c'est vraiment un des meilleurs pédagogues francophones que vous allez trouver sur la bourse. C'est rare en fait dans le paysage francophone, parce que on sent que t'en as vraiment sous le pied. Quand tu prépares un épisode, ça t'arrive de faire tes tests par toi-même, ça t'arrive quand tu lis une étude d'essayer de voir si tu arrives au même résultat par toi-même. Donc c'est très précieux, et je suis très honoré de pouvoir parler de tout ça avec Xavier. Mais je t'ai coupé. Est-ce que tu as d'autres choses à dire pour te présenter? Non, justement. Mais toi, Victor, parce que je connais un petit peu ton parcours. Je connais un petit peu ton parcours universitaire, justement, et ça m'intéresse énormément d'en savoir plus. Ouais, donc moi ce qui m'a passionné, c'est donc j'étais dans un master interdisciplinaire, et donc ça veut dire que j'étais dans un master où il y avait de l'économie, de la science politique, il y avait de l'histoire, il y avait du droit, et dans ce master il y avait aussi un cours de rhétorique. Et donc à l'époque où j'étais dans ce master, je me disais j'ai envie de faire de la politique, en fait, c'est ça qui m'intéressait, le côté être capable d'avoir un projet, de le défendre, de le faire voter, etc. Et dans le cours de rhétorique, j'ai réalisé qu'en fait la rhétorique c'était de la politique appliquée. Parce qu'un cours de sciences politiques, c'est souvent très abstrait. Il y a des choses sur, je sais pas, la sociologie de l'électorat, il y a des choses sur qu'est-ce qui explique que telle élection a tourné de tel ou tel sens, etc. Mais j'avais l'impression que les cours de sciences politiques étaient très abstraits. Et j'ai eu une illumination quand j'ai eu un cours de rhétorique où je me suis dit, mais en fait, c'est ça l'outil. C'est ça l'outil qui permet, une fois qu'on a une idée, une fois qu'on a une opinion, d'être capable de déclencher ce feu, d'être capable de déclencher ce carburant chez le public. Voilà, j'ai envie de commencer à marcher, j'ai envie d'agir pour concrétiser cette idée. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une très bonne relation avec le professeur qui donnait ce cours, et elle m'a soutenu pour que je puisse avoir une bourse de thèse et intégrer ce qu'on appelle le Fonds de la recherche scientifique en Belgique. C'est l'équivalent en fait en Belgique du CNRS en France. Ce que je peux dire, parce que ça va nous ramener progressivement vers la question de l'investissement, c'est qu'il y a eu beaucoup de fois quand j'étais chercheur en rhétorique où je me disais, mais est-ce que je ne suis pas en train de travailler sur une discipline qui est obsolète ou qui est en voie d'obsolescence? Notamment, je voyais à cette époque tous les travaux sur l'intelligence artificielle. Donc des choses qui nous disaient, mais regarde, dans 5 ans, les ordinateurs sont capables d'écrire un discours. Les ordinateurs vont être capables d'écrire des poèmes. Les ordinateurs vont être capables de faire des argumentaires bien plus persuasifs que ne le peuvent un humain. Et donc, il y a eu beaucoup de fois dans mon parcours où je me disais, mais est-ce que c'est pas trop risqué de se focaliser seulement sur une discipline, sachant qu'il y a tous ces domaines qui sont porteurs. Et j'ai pensé à ça récemment, c'est que ce qui m'a poussé à investir, donc moi j'ai commencé à investir pendant la crise du Covid. J'ai commencé à investir pendant la crise du Covid parce que je voyais que tout était fermé, que le monde était arrêté, et je me disais mais qu'est-ce qui tourne encore? Qu'est-ce qui fonctionne encore? Et quand j'ai commencé à investir, j'ai réalisé que investir, ça veut dire que instantanément, on peut décupler notre activité, on peut décupler notre diversification, on peut décupler les domaines auxquels on participe. Et donc aujourd'hui, j'ai plus du tout peur de faire all-in sur une discipline comme la rhétorique, même si c'est obsolète, parce que je sais que dans le même temps, pendant que je suis en train de cultiver mon expertise, pendant que je suis en train de développer ma science de la rhétorique, j'ai des billes dans l'intelligence artificielle, j'ai des billes dans les ordinateurs, dans l'énergie, j'ai des billes dans l'immobilier, j'ai des billes dans plein d'endroits, et donc je trouve que c'est très rassurant. C'est vraiment ça qui m'a poussé vers l'investissement. Mais si je reviens à ta période de thèse, quand tu prépares une thèse en rhétorique, si on parle de job, etc., dans ta tête, c'est je vais être prof de rhétorique toute ma vie. C'était ça que tu avais en tête? Absolument. En fait, c'est pas tellement d'être prof qui est excitant quand on est chercheur. C'est vraiment cette idée de t'es payé pour devenir plus intelligent. C'est ça le deal. C'est t'es payé pour arriver à ton bureau, pour regarder les travaux des gens qui ont exercé avant toi, identifier des failles dans leur raisonnement
et te demander quelle recherche complémentaire, quel test je peux faire pour être capable de combler ces limites. Donc ça veut dire que c'est vraiment l'expression être sur des épaules de géants, c'est ça? On part de gens qui ont fait des travaux, qui ont développé des trésors d'intelligence, et on essaie d'aller encore plus loin que ça. Et j'aurais voulu faire ça toute ma vie. Le fait est qu'à l'université, ça dépend de fonds publics, et donc que c'est quand même un sacré panier de crabes où il y a une immense compétition pour les quelques postes qu'il y a. Et je me suis retrouvé un jour à une situation où moi j'ai fait une thèse. Ensuite, j'ai fait différents post-doctorats, donc un à Oxford. J'ai publié mon livre dans les temps, etc. Donc, j'étais un bon petit cheval pour pouvoir continuer à avancer dans les échelons académiques. Mais le jour où j'ai déposé un dossier pour être professeur titulaire et donc pour continuer à faire de la recherche pour le restant de ma vie, eh bien, on m'a dit, franchement, vous avez un très bon dossier, mais on a d'autres gens à faire passer avant vous. Il va falloir revenir l'année prochaine. Il va falloir retenter l'année prochaine. Et moi, j'allais être papa. Et c'était pas possible de m'engager dans une carrière où, à intervalles réguliers, j'aurais des barrières comme ça où mon destin dépendrait de commission, dépendrait de quelqu'un d'autre que moi. Et donc, c'est là que j'ai switché d'une carrière académique vers une carrière d'entrepreneur. Et c'était vraiment cette idée-là. C'était, je ne veux plus dépendre de l'arbitraire. Je ne veux plus que d'autres gens soient responsables de mon avancement. Et je me souviens de mes tout débuts dans l'entrepreneuriat, donc je me suis dit, à l'université je donne des cours, je dois trouver une manière de créer des cours et de les vendre. C'était ça mon idée de départ dans l'entrepreneuriat. Et je me souviens qu'au début, je gagnais pas beaucoup, mais il y a une espèce d'excitation et de plaisir qu'on prend du fait de se dire ça dépend de moi, que je trouve ça permet d'avoir vraiment le carburant nécessaire à continuer. Donc si je me présentais... Tes premières vidéos... Dis-moi. Et tes premières vidéos, juste pour mieux comprendre, tes premières vidéos, tu étais encore chercheur, professeur? C'est ça. Et tu as tenté sur le côté ou t'as... Voilà. C'est ça. Les premières vidéos que j'ai publiées, d'ailleurs ma directrice de thèse était pas contente. C'était vraiment ça, c'était arrête de donner en spectacle. C'était vraiment ça l'idée, parce qu'il y a un tel écart entre, YouTube, pourtant c'était tard. Hein. Je pense que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube peut-être en 2018 ou 2017, quelque chose comme ça. C'était tard dans l'histoire de YouTube. Et dans la tête de ma prof, de ma directrice de thèse, c'était arrête, c'est vulgaire. Et c'est rigolo parce que le fait de faire des vidéos sur YouTube, ça m'a ouvert plein de portes. Ça m'arrive encore de donner des cours à l'université. Pourquoi? Parce que le directeur de tel ou tel master a vu mes vidéos et a envie d'un prof qui est capable de présenter la discipline comme ça. Donc moi c'est ça mon parcours. Je suis un chercheur devenu entrepreneur, et parce que j'ai une grosse aversion au risque et que j'ai envie de me diversifier, je suis devenu investisseur. Excellent. Tu sais que j'ai tellement de questions, c'est pas du tout le thème du jour. C'est pour la dernière section. J'ai tellement de questions. Ouais, exactement. De manière générale ouais, exactement. J'ai hâte de ces épisodes-là parce que j'ai plein de questions à te poser, mais c'est vrai qu'on va démarrer sur un thème qui est un peu plus, qui est beaucoup plus large aujourd'hui, puisqu'on va parler à la fois de bourse et d'immobilier. Le grand combat. Toi, t'as mis un pied dans la bourse, le grand combat, t'as mis un pied dans la bourse, t'as un pied dans l'immobilier aussi. Moi, de la même manière. Et c'est vrai que dès qu'on touche à la bourse en France et qu'on parle de bourse autour de soi, les gens, ils regardent les yeux au ciel, ils ont l'impression qu'on est en train de jouer au casino, parce qu'en France, c'est livret A fonds en euros dans des assurances vie ou immobilier pour ceux qui ont le goût du risque. Mais l'immobilier est toujours très très bien vu en France. Si tu achètes de l'immobilier, on te regarde jamais bizarrement. En fait, t'es au top de l'investissement. En fait, c'est aussi ta vision. Mais oui, ce qu'on voudrait faire c'est discuter ensemble ce que sont pour nous les avantages et les inconvénients de la bourse et de l'immobilier, et on voudrait également s'appuyer de notre petite expérience pour partager avec le public ce que sont selon nous les compétences dont on a le plus besoin pour réussir en bourse et pour réussir dans l'immobilier. Et effectivement, moi mes premiers investissements ça a été dans l'immobilier,
parce que c'est vers ça qu'on va naturellement, parce qu'on se dit que c'est plus sécurisé, parce qu'on se dit que c'est peut-être plus naturel, que c'est plus facile. Et aujourd'hui, j'aurais un point de vue inverse. Je pense que aujourd'hui, si je devais repartir à zéro et choisir de mettre tout mon capital dans l'un ou dans l'autre, je pencherais beaucoup plus du côté de la bourse que de l'immobilier. Tu mettrais quoi comme avantage de l'immobilier, toi qui es bien dedans en ce moment? Alors, moi, j'ai noté plusieurs avantages de l'immobilier. Je suis comme toi, si je fais le compte vraiment, parce que j'ai fait le compte, j'ai fait mes petits devoirs avant le podcast, je me suis assis, j'ai mis avantages, inconvénients, etc. Et c'est vrai que la bourse gagne sur le papier. Mais l'immobilier, ça a quand même de gros avantages. Moi, l'un des premiers, c'est que tu peux améliorer ton actif. Alors, je parle bien sûr principalement de travaux, mais pas seulement. Ça peut être ce qu'on appelle le homestaging, enfin juste faire des petits changements qui peuvent changer la vie, en tout cas qui peuvent changer ton rendement ou ton prix de vente, ce qui est déjà pas mal. Alors que en bourse, surtout la bourse c'est coté, tu n'as aucun pouvoir sur l'entreprise. Tu peux en sortir facilement et rapidement, mais tu n'as aucun pouvoir. Alors qu'en immobilier, pour moi, avantage numéro 1, c'est ça. Et puis quand même, un autre avantage, c'est le rendement en termes de taux de rendement. Tu peux aussi trouver des taux de rendement qui sont quand même élevés, qui sont plus élevés que les taux maximum que tu trouves en bourse, en termes de rendement pur. Hein. Et moi, typiquement, qui fais de la location courte durée, c'est clair que je suis sur des taux de rendement que je ne peux pas trouver en bourse. Mais voilà, donc je dirais c'est ça pour moi les principaux avantages. Et un avantage qui peut quand même, qui est pas négligeable, c'est qu'en termes de perte maximum à un instant donné, on n'atteint pas les niveaux de la bourse. Mais est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Ça on peut le discuter, parce qu'en bourse, on sait qu'il y a des comportements aberrants, que la bourse peut perdre 40%, voire 50%. Et c'est vrai que quelqu'un avec une bonne discipline va voir ça à juste titre comme un avantage, et quelqu'un qui a peur le verra comme un inconvénient, parce qu'il se dit en immobilier, même si je me prends une crise immobilière, je vais faire 20% de baisse, peut-être 30%, mais vraiment si j'ai acheté un mauvais bien et que je suis dans la pire crise immobilière. Et toi, alors, quels sont les avantages côté immobilier? Mais c'est marrant, c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment une grosse aversion au risque. Je pense que ça c'est vraiment j'ai une grosse aversion au risque, parce que le premier avantage que j'ai noté, c'est l'immobilier, on peut dormir dedans. Tu vois, c'est vraiment le premier avantage que j'ai noté. Oui. C'est un très bon point. Un portefeuille boursier, mais oui, quand je vois un portefeuille boursier, il y a un côté quand même un peu virtuel. Donc on se dit d'accord, mais derrière ça il y a des entreprises, derrière ça, etc. Mais il y a tellement de choses qui pourraient faire que ça s'évapore. Enfin, je délire, peut-être que ça peut pas s'évaporer, mais il y a quand même ce côté, c'est moins physique que l'immobilier. L'immobilier, au pire, tu peux dormir dedans. Au pire, si tout se passe mal, t'as quand même un toit au-dessus de ta tête. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier avantage que je mettrais là-dedans. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est vers ça que les gens vont, parce que c'est concret, c'est matériel. Il y a un côté, au moins je sais que ça me protège. Ça, et quand on commence à rentrer ça marche pour ta résidence principale. Oui, dis-moi. Ça marche pour ta résidence principale. Ça marche comme résidence principale, mais dès que tu te dis. Non, je t'en prie, vas-y. En fait, oui, je disais ça parce que tu as raison. Dans l'aspect, est-ce que je loue, etc. Puis je place tout le reste, par exemple en bourse. Là, tu as cette notion d'être dépendant d'un propriétaire qui peut éventuellement te mettre dehors, etc. Donc, et tu peux pas dormir dans ton portefeuille boursier, tu as raison. Mais c'est vrai que si tu penses réellement investissement locatif, tu as déjà ta résidence principale et tu te fais ton petit coup d'investissement, tu achètes un petit studio que tu vas mettre à louer, pour le coup, si tu as un problème, etc., il va pas non plus t'aider plus que ça. Si tu perds ton locataire et que tu peux pas en remettre, ou les si, enfants. Tu vois, dans ce quartier-là, ça perd 20%. Oui, effectivement, c'est un bon point aussi. Ouais, c'est ça, c'est où vont vivre les enfants. Pour moi, c'est une sécurité pour l'ensemble de la famille aussi. Mais je vois ce que tu veux dire, mais vraiment, pour moi, c'est ça l'avantage principal de l'immobilier, c'est que
Enfin, et puis on sait pas ce qui peut se passer. Je touche du bois, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Imagine un divorce ou ce genre de choses. On se retrouve à devoir partager la maison familiale, etc. Ouais, je trouve que le fait d'avoir des bases comme ça, desquelles on peut repartir si quelque chose tourne mal, c'est voilà. Mais là, on n'est pas dans les questions d'investissement et de rendement. C'est quelque chose, je trouve, qui est peut-être encore plus en amont de la réflexion. J'ai mis d'autres avantages, moi, d'autres avantages de l'immobilier. Il y en a un, j'ai hésité à le mettre parce que c'est vraiment le plus classique, c'est que les banques nous aident si on veut investir dans l'immobilier, ce qui n'est pas franchement le cas des autres formes d'investissement. Par contre, ce que j'ajouterais, mais là je suis pas sûr de mon point, c'est que il y a quelque chose de facile à comprendre dans l'immobilier, dans le sens où on peut se promener autour. On peut se promener pour avoir une idée. Ok, le quartier est bien, je coche. Ok, il y a des transports publics autour, je coche. Ok, la copropriété a l'air bien gérée, je coche. Il y a des choses qui sont très très visibles, alors que j'ai l'impression que pour évaluer la qualité d'un investissement en bourse, ça demande quand même des compétences qui sont plus techniques. C'est un langage peut-être un peu plus crypté à comprendre. Toi qui es quand même assez avancé dans les deux, tu dirais quoi là-dessus ? Je suis 100% d'accord avec toi. Parce que même si la bourse, elle coche plein de choses, sur le papier, la liquidité, les rendements à très long terme qui battent l'immobilier, etc., on sait tous les deux qu'il y a des gens qui vont jamais investir en bourse. Et je me dis, l'immobilier, c'est ce qui va les sauver en termes d'investissement. Surtout que effectivement l'effet de levier, parce que quand on parle d'effet de levier en bourse, c'est le grand méchant loup, faut surtout pas en faire. Mais en immobilier, on met ça comme un point positif. C'était une des raisons pour lesquelles je l'ai pas mis, et pourtant je le pense. Je pense qu'on peut avoir un effet de levier facile en immobilier. Et il y a un autre point, c'est que grâce à cet effet de levier, grâce aux emprunts, c'est de l'épargne forcée. Et je pense que la plupart des gens n'épargnent pas assez. Ils n'épargnent pas assez. Ça commence à 20 euros par mois, enfin, ou même moins, ou même à 5 euros par mois. Tout le monde peut se permettre, à moins d'être vraiment en mode survie et de plus rien avoir sur son compte le 10 du mois, ce qui arrive. Mais la plupart des gens ont quand même, pourraient limiter un peu leurs dépenses et épargner. Et ça, c'est l'énorme force de l'immobilier. Cette épargne forcée, ça peut vraiment changer la vie, je pense réellement, de certaines personnes qui sinon finiraient leur vie avec zéro. Ouais, mais c'est fou. C'est fou parce que c'est vrai que j'ai tendance je me suis très longtemps représenté les remboursements de l'emprunt comme une dépense. En fait, c'est pas une dépense. En fait, t'as raison, c'est de l'épargne et c'est même de l'investissement. Alors que, enfin, vraiment, quand on reçoit l'échéance, qu'on doit payer le crédit, etc., on a tendance à le mettre dans la case dépense, mais c'est, parce qu'effectivement, c'est contraint. Et il y a beaucoup de gens qui se pousseraient pas à investir si la banque prélevait pas directement sur leur compte. Donc ouais, t'as raison. Il y a beaucoup de gens, c'est peut-être la seule chose dans laquelle ils vont pouvoir investir, soit par des blocages, soit parce qu'ils n'ont pas d'outils pour augmenter leurs revenus. Dans les inconvénients, tu mettrais quoi, toi ? Ouais, dis-moi. Ouais. Je termine juste là-dessus, puisque moi, à l'époque la première fois que j'ai acheté un bien immobilier, je me souviens très bien, de mémoire, le taux d'intérêt devait être autour de 5%. Ça peut être faux, mais bon, de mémoire, c'est ça. Donc j'étais tout jeune, etc. J'ai acheté un petit bien. Et à nouveau, de mémoire, il faudrait que je refasse les calculs, mais de mémoire, la partie du capital était plus élevée que la partie intérêt, mais pas tant que ça. Donc en fait, j'avais, à nouveau à la louche, j'avais peut-être 40% de mon remboursement qui partait en intérêt. Et là, je suis 100% d'accord avec toi. Je considère ça plus comme une dépense que comme un investissement. Et c'est là où on vit quand même, on a vécu, mais on va vite le regretter si les taux continuent à être élevés, enfin si les taux repartent, mais on a vécu un moment vraiment béni pour l'immobilier, ce qui explique d'ailleurs, enfin ou pour n'importe quel emprunt, ce qui explique d'ailleurs le succès de l'immobilier ces dernières années, c'est que quand on rembourse aujourd'hui et qu'on a emprunté à 1%, voire même moins de 1%, et qu'on regarde chaque mois ce qu'on donne à sa banque, on se rend compte qu'en fait, on donne pas tant que ça à sa banque, et surtout, on rembourse pour nous. C'est vraiment de l'investissement. Donc oui, c'est un bon point, ce que tu dis. Bah oui. Et pour les inconvénients, tu mettrais quoi ? Parce que là, j'en ai trouvé pas mal de l'immobilier. Alors, moi aussi, j'ai beaucoup d'inconvénients.
l'inconvénient, je dirais, bon, déjà la liquidité. Quand on a la liquidité, se dire, on met 3 mois pour vendre un bien, bien, ça paraît pas grand-chose, mais liquidité, c'est le prix bon, déjà, il y a les frais, ce qu'on appelle les frais de notaire, mais bon, qui sont donc en France principalement de la fiscalité à entre 7 et 8%. Le temps de transaction, qui est aussi un vrai souci. Si on a besoin d'argent rapidement, on peut pas l'avoir. Il y a l'aspect frais qui est très souvent sous-estimé. Frais, et j'inclus dedans l'imposition, taxes foncières, etc. Enfin, frais d'entretien. Il y a aussi, je suis sûr que tu les as tous ceux-là, hein, donc je m'empresse de les dire avant toi. Je suis sûr que j'en oublie plein. Et puis le rendement, tout simplement, si on compare si on regarde le rendement à très long terme, très souvent on est à peine au-dessus de l'inflation. Et on a vécu des périodes où l'immobilier, si tu choisis bien ta période, tu lui fais battre les actions, dividendes inclus. Mais c'est quand même rare. Et si tu regardes à très long terme, les actions, ça explose le rendement de l'immobilier. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que c'est dommage qu'il y ait une telle barrière à l'investissement en bourse. Moi, si j'avais su que ça existait, si j'avais su que l'investissement en bourse ça existait quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune travailleur, mais ça m'aurait beaucoup aidé de me dire que c'est possible de mettre de toutes petites sommes, de se constituer un capital qui travaille. Mais c'est comment est-ce que tu t'es dit, toi, je vais aller vers l'investissement? T'étais dans un milieu où on en parlait? Ou comment est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se fait que t'as pas eu de barrière pour entrer dans ce monde-là? Alors, c'est bizarre parce que moi, en fait, comme je suis tombé amoureux de la bourse pendant mes études, quand j'étais en licence, en fait, je suis pas tombé amoureux de l'investissement, du côté épargne, investissement, etc. Dans ma tête, c'était pas ça. Dans ma tête, c'était vraiment, j'étais fasciné par ces cours qui bougent, par ces traders qui achètent, qui vendent, etc. Donc moi, j'ai été fasciné au départ par le trading. Et j'ai été fasciné par le trading. J'ai eu la chance de devenir trader. Et comme j'investissais et que je sentais que mon job lui-même était déjà à risque en bourse, et en plus on a beaucoup de contraintes en tant que trader pour investir sur les marchés, parce que à chaque fois on a une liste dans laquelle d'entreprises dans lesquelles on peut pas investir parce que la banque est conseil, la banque fait, etc. On est assez restreint. On peut souvent pas investir en période de résultats, donc t'imagines, c'est un peu avant les résultats, etc. Donc il y a pas mal de contraintes. Donc moi, j'ai fait partie de ces Français. En termes pro, j'étais jusqu'au cou dans la bourse, où au départ en petites sommes sur les options, sur les actions, mais c'était des sommes d'étudiants, donc c'était des petites sommes. Mais dès que j'ai commencé à démarrer, j'ai acheté un appartement. Et donc je fais partie de tous ces Français qui ont démarré et pendant des années je suis resté avec un portefeuille boursier à zéro parce que j'étais traumatisé par les pertes que je me prenais en tant que pro et donc j'ai mis un peu de temps quand même à investir en bourse. Ouais, ça. Tu sais, moi, dans les inconvénients de l'immobilier, le premier que je mettrais, c'est peut-être le stress. Je trouve qu'il y a peut-être ça, j'ai un tempérament qui est étonnant, mais mon portefeuille boursier me stresse pas du tout. L'immobilier, ça me stresse dans le sens où j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui se passe mal, tu vois, que je doive faire appel à un plombier, que je dois faire appel à quelqu'un qui va refaire des joints, qu'il va y avoir une nouvelle norme qui fait qu'il faut mettre le service électrique à jour, etc. Donc il y a plein de choses comme ça, j'ai l'impression qu'ils peuvent nous tomber dessus, et il y a une responsabilité quand tu as un immeuble, enfin quand t'as un appartement, des gens qui habitent dedans, etc., que tu as pas dans la bourse. Et donc je trouve que c'est chronophage et c'est stressant. C'est vraiment ça que je mettrais en top du problème de l'immobilier, parce que on le vend parfois comme un investissement passif. Je trouve pas du tout que c'est un investissement passif, parce que l'objectif de l'investissement passif, c'est de pouvoir consacrer la majorité de notre temps à des activités où on peut créer de la valeur, et l'investissement se fait un petit peu tout seul. Et je trouve que on peut le prendre de n'importe quel côté. L'immobilier, c'est quelque chose qui coûte quand même beaucoup de temps et d'énergie intellectuelle.
Sur la partie passif, toi, en fait, tu le je vis crois bien. que là où beaucoup de monde se plaint, donc oui, moi je le vis très bien, mais pour revenir sur la partie passif, parce que je reviendrai sur la partie est-ce que je le vis bien quand on parlera un peu plus tard des compétences qu'il faut avoir pour investir dans l'immobilier. Mais moi je le vis bien effectivement. Et ce que je trouve là où je pense que les gens se trompent en termes de passif, pas passif, c'est que dans la tête des gens, comme il y a du rendement, comme il y a du revenu, c'est passif. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est comme de dire, bah moi j'ai une stratégie de dividende comme toi, donc c'est passif. Mais si j'investis dans des ETF qui capitalisent, alors je suis plus passif. Bah non, ça n'a aucun rapport en fait. Le côté rendement et le côté passif, c'est pas lié. On peut très bien faire que de la plus-value et être passif, et on peut très bien avoir des rendements, comme tu le dis sur l'immobilier, et ne pas être passif du tout. Et là, on peut peut-être basculer sur les compétences qu'il faut pour la bourse et pour l'immobilier, parce que moi, une des compétences que j'ai mises pour l'immobilier, qui n'est pas la première, je vais te parler de la première compétence pour moi dans l'immobilier. Pour moi, la première compétence, c'est connaître un marché. C'est-à-dire connaître une ville, connaître un quartier, connaître des rues. Ça, pour moi, c'est la première, c'est vraiment le critère principal. Et d'ailleurs, les Anglais ont cette expression qu'on a repris, que les Français ont repris, quand on leur demande quels sont les 3 critères de valorisation d'un bien immobilier, ils disent location, location, location. C'est d'ailleurs une émission très connue en Angleterre. Et nous, on reprend ça en disant c'est emplacement, emplacement, emplacement. Donc pour moi, première compétence pour l'immobilier, j'ai hâte de savoir la tienne plus tard, c'est la partie emplacement. Mais et bien le connaître. Et le deuxième point, c'est là où je voulais rebondir sur ton point, là, sur le plombier, c'est que pour moi, l'immobilier, il faut quand même s'y connaître un minimum, soit dans le bâtiment, c'est-à-dire que ça paraît bête, mais si tu achètes une maison, par exemple, il faut monter sur le toit, il faut aller voir les combles, il faut taper un peu partout, il faut bien se connaître, il faut regarder le modèle de la chaudière, il faut, enfin voilà, tout ça c'est vraiment vraiment important. Est-ce que c'est une fosse septique, est-ce que c'est un tout à l'égout? Et pour conclure là-dessus, c'est que pour moi, soit il faut savoir faire soi-même, et moi là-dessus j'ai énormément appris au cours des 3 dernières années parce que j'ai fait beaucoup de travaux. Donc soit apprendre à faire soi-même, soit connaître des bons artisans fiables et pas trop chers. Et toi alors, j'ai mis exactement les compétences pour l'IMO. Ah mais j'ai mis ça. J'ai mis ça. J'ai mis il faut apprendre à bricoler et il faut avoir du réseau. C'est exactement ça qui me semble le plus important. Là, j'ai fait un switch dans ma carrière où je suis parti de Bruxelles pour me réinstaller en France. Et le fait d'avoir été capable de repeindre par moi-même mon appart, d'avoir fait le plâtre là où il fallait pour que ce soit joli, etc. Mais aussi de faire intervenir des artisans qui m'ont pas arnaqué pour pouvoir changer un robinet, pour pouvoir faire telle ou telle chose, c'est ça qui change tout. Et en plus, quand on a commencé à bricoler un petit peu, ils peuvent pas nous raconter n'importe quoi. Et donc, vu que je suis maintenant amené à avoir un petit peu plus d'immobilier, et vu que maintenant en plus j'ai une maison dont je dois m'occuper, c'est vraiment des domaines dans lesquels je trouve que le temps est bien investi. C'est apprendre et apprendre ne serait-ce qu'en ayant des bons artisans qui viennent, et on essaie de leur filer un coup de main quand il y a des choses à faire. On essaie de voir comment est-ce qu'ils font les trucs, et on le voit une fois et puis après on essaie par nous-mêmes. La chose que j'ai apprise là il y a pas longtemps, c'est comment est-ce qu'on fixe des trucs dans du placo. Et en fait, si on sait pas, on charcute tout. Qu'il y a des vis spéciales qui permettent de forer en même temps qu'on les visse, etc. Avant de savoir ça, on dégomme tout. Quand on prend une tringle à rideau, ça tombe au bout de 2 secondes, etc. C'est des toutes petites choses comme ça qui font toute la différence. Et quand on est capable de le faire et qu'on essaie progressivement d'étendre notre champ de compétences, c'est passionnant. Et là, on devient plus compétent. On a moins peur de se faire arnaquer quand on fait venir un professionnel. Et ouais, c'est vraiment une compétence centrale. Donc avoir envie de progresser un petit peu, toujours en réfléchissant à ce concept de coût d'opportunité. Est-ce qu'on n'est pas en train de se lancer dans un truc où notre temps serait bien mieux investi dans notre cœur de compétences? Et là, j'ai encore du mal parce qu'une fois j'ai essayé de déboucher un évier, il faut pas que je fasse ça.
Il faut pas que j'essaie d'utiliser les espèces de machins qui rentrent dans les tuyaux parce que je fais absolument n'importe quoi. Donc il faut vraiment, à la fois il faut avoir envie de progresser sur certains domaines, mais je pense qu'il faut également se mettre cette barrière de non mais là arrête, tu essaie pas de faire ça, ton temps serait bien mieux investi ailleurs. Ouais, c'est excellent et ça rejoint ma troisième compétence en fait en termes d'immobilier, c'est arriver à bien cerner le temps nécessaire, les frais, la fiscalité, la complexité, parce qu'en fait on est comme c'est quelque chose de familier, parce qu'on vit dans un appartement ou une maison depuis qu'on est tout petit, comme ça nous paraît familier, ça nous paraît on connaît. En fait, c'est pas si simple. Il y a plein de frais quand on n'a jamais été propriétaire. Il y a plein de choses nouvelles. Quand on commence à dans un immeuble devoir faire appel à la copropriété qui doit voter quelque chose pour qu'on puisse, je sais pas, aménager ses combles ou autre, on se rend compte qu'il y a des ou transformer en Airbnb. Et si la copropriété doit donner son accord, on se rend compte que c'est pas si simple. Quand on doit commencer à regarder le PLU pour savoir ce qu'on peut faire dans son jardin ou comme agrandissement, on découvre à nouveau d'autres choses. Donc pour moi, on doit bien connaître ce dans quoi on se lance. Donc location nue, mais encore plus si on veut faire de la coloc, si on veut faire de la location de courte durée, si on veut faire de la division de terrain. On peut pas se lancer comme ça, la fleur au fusil, en disant moi je vais faire du Airbnb, ça a l'air bien rapporté. Je sais pas quel temps ça prend, mais je me débrouillerai, je mettrai une boîte à clés et avec une femme de ménage et ce sera réglé. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On va faire un épisode sur nos pires galères dans l'immobilier. Là, j'aurais des choses à dire là-dessus. Allez, je me lance dans Airbnb, ça va le faire. Ouais, il y a effectivement des choses à ne pas faire. Moi, dans les compétences dont on a besoin pour l'immobilier, je suis pas sûr que ce soit, je sais pas très bien comment le formuler, mais je dirais il faut pas être cheap. Tu sais, dans le sens où le processus qu'on a pour identifier des biens qui correspondent à nos critères, pour les visiter, pour se dire en fait j'ai vraiment envie d'avoir celui-là, c'est trop bête, je trouve, de louper le bien immobilier qui nous a vraiment plu parce qu'on n'a pas voulu donner 2000 balles de plus au propriétaire. Vraiment, ça c'est quelque chose, je l'ai vu parce que un studio que je loue à l'heure actuelle, je l'ai obtenu pour 1000 euros. Parce que la personne qui a fait une offre avant moi, il a fait une offre à 199 et moi je me suis dit mais je vais pas être cheap, je vais faire une offre à 200 000 euros. Voilà, et j'ai gagné le bien pour une différence de 1000 euros. Pourquoi ? Parce que je me suis dit je vais pas être cheap, je vais pas faire un prix de supermarché 199,9. Le gars veut 200 000 euros, je vais mettre 200 000 euros sur la table. Et ça, je pense que c'est d'autant plus important parce que, en tout cas en Belgique, le marché est en train d'évoluer à un point. Je sais pas si c'est pareil en France, mais de plus en plus de fois en Belgique, il y a des biens immobiliers où c'est faire une offre à partir de. Donc ça veut dire que souvent, les gens doivent acheter les biens immobiliers à un prix supérieur que celui de l'annonce. Donc il y a ça dans des villes étudiantes comme Leuven par exemple, Leuven qui est une charmante petite ville qui ressemble un petit peu à Oxford comme ça, où tous les Flamands ont envie de mettre leurs enfants ici pour qu'ils puissent aller dans la bonne université qui va bien, pour qu'ils puissent être dans un endroit cosy comme ça. Et donc les biens immobiliers partent 15%, 20% plus cher que le prix auquel il est annoncé. Et en France, on n'a pas l'habitude de ça. Parce qu'en général, on va avoir tendance à vouloir négocier, etc. Mais là, je l'ai vu en me réinstallant en France. Je suis tombé vraiment sur une maison, c'était la maison de mes rêves, etc. Mais j'étais pas le seul. Il y a plein d'autres Français qui ont eu la même réflexion du type j'ai envie de vivre là où il fait beau, là où il fait bon vivre, là où on est à la fois à la campagne, mais d'un autre côté on est près d'une ville, etc. Il y a des biens qui peuvent nous passer sous le nez si on raisonne encore de façon cheap. Et je trouve que c'est trop dommage quand on a identifié quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui est intéressant, qu'on a mis du temps, qu'on est passé par tout un processus de sélection, par tout un tas de visites, d'être cheap au moment où on formule l'offre. Donc surtout que c'est un engagement sur plusieurs dizaines d'années. Donc en général, quand quelque chose nous plaît, je pense qu'il faut mettre le prix. Et c'est très difficile à faire.
parce que c'est des deals qu'on fait pas souvent dans notre vie. Il y a des gens, c'est leur métier évidemment, de manier ce genre de somme, etc. Mais assez souvent, quand on fait une transaction immobilière, bah voilà, c'est un peu l'achat de notre vie, quoi, ou ça fait partie des quelques achats de notre vie. Et donc avoir le courage de se dire, je le veux, je mets le prix, bah voilà, des fois c'est difficile à faire. Donc je mettrais ça dans les compétences. Sur le fait de ne pas être cheap, tu as raison, dès que le marché est tendu, parce qu'il y a des zones qui sont tendues en permanence, on les connaît, bien sûr, c'est les grandes villes, les quartiers chics, etc., ou les endroits, les stations à la montagne ou à la mer, où ça se bat à des prix de plus de 10 000 € le mètre carré. En général, le marché est très actif et il ne faut pas faire le radin. Et moi, j'ai 2 exemples où, alors c'est pas dans le prix d'achat, mais où j'ai pas été cheap et où je l'ai pas regretté. C'est quand j'ai acheté ma maison du côté en France, mais du côté de Genève. C'était à 500 mètres de la frontière. C'est une ancienne ferme rénovée dans les années 70-80, donc il y avait tout à refaire. Et elle me faisait un peu peur, cette maison. Elle était très grande, elle faisait plus de 300 mètres carrés, avec des grandes poutres qui avaient l'air un peu en mauvais état, etc., au milieu de la pièce. Donc j'avais peur de faire une bêtise, pour être poli. J'avais vraiment peur de me lancer dans un truc avec des gros pépins et devoir refaire le toit au bout de 3 ans, enfin les trucs. Voilà. Donc ce que j'ai fait, ça paraît tout bête. J'ai trouvé un expert qui m'a pris 300 €. Il est venu 2 heures. Et le gars, et c'est pour ça que quand je parlais de monter sur le toit tout à l'heure, le gars est monté sur le toit, le gars est allé partout. Il a tout noté, il a mesuré l'humidité dans les murs, blablabla. Et il m'a envoyé un petit fascicule avec toutes les photos qu'il avait prises. Il m'a dit, bah là, il y a de l'humidité dans le mur, il faut faire un drainage derrière, là, il faut faire ci, il faut faire ça. Il m'a pris tous les points, mais il m'a rassuré sur certains points aussi. Il m'a dit, oui, là, les poutres, elles paraissent vieilles, mais elles sont impeccables, vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus, parce qu'il avait testé la dureté des poutres. Enfin bon, le gars a fait son boulot. Et en fait, bien sûr, j'avais pas acheté. Il faut pas, il faut être prêt à mettre 300 €. Maintenant, ça fait longtemps maintenant, ça doit coûter plus cher, mais il faut être prêt à perdre cette somme. Mais ça m'a fait faire 2 choses. Déjà, évidemment, ça m'a permis d'acheter. Premier truc, c'est que ça m'a permis de me lancer. Deuxièmement, ça m'a permis d'utiliser tous les points qu'il a cités, et il y en avait un paquet, pour faire baisser le prix. Donc rien que là-dessus, les 300 € ont été largement remboursés parce que c'était une maison qui faisait peur. Les gens disaient, mais dans quels travaux on va se lancer? Et ensuite, ce qui est dingue, c'est que tous les points qu'il avait mentionnés, et certaines fois, c'est des points que j'aurais pas vus moi. Par exemple, il y avait une partie du toit qui était un peu moins en pente, ça avait été rajouté, qui est un peu moins en pente. Et il m'avait dit, ces tuiles-là, il faut que la pente soit de plus de 30 degrés. Or, la pente est de moins de 30 degrés. Donc, c'est pas les bonnes tuiles. Vous aurez potentiellement des fuites. Et en fait, tout ce qu'il a dit dans l'année suivante a eu lieu. Là où il avait dit qu'il y aurait des fuites, il y a eu des fuites. Là où il a dit qu'il y avait de l'humidité, il y aurait de l'humidité, etc., etc. Donc là, 300 € très bien placés, et j'étais content de ça. Et un autre point, c'est sur la fiscalité. Dès qu'on sort un petit peu des schémas classiques, la fiscalité, elle peut être compliquée. Et j'ai fait appel, il y a 2-3 ans, à un avocat fiscaliste. Alors évidemment, les avocats fiscalistes, c'est pas donné, hein, donc je pense que j'ai dû payer 300 € le rendez-vous de 45 minutes au téléphone, parce que le gars était très loin de chez moi. Et à nouveau, une fois que c'est bien préparé, en 45 minutes, on peut poser plein de questions. Et 300 € à nouveau extrêmement bien dépensés. Et moi, je pense que les experts peuvent paraître chers parfois, mais un expert qui fait bien son boulot, même s'il est très cher, en fait, puisqu'on parle de valeur, il coûte beaucoup moins cher que sa valeur. Et les 2 experts en question, un expert immobilier et l'avocat fiscaliste, les 2, ils m'ont fait payer beaucoup moins cher que la valeur qu'ils m'ont apportée. Donc certaines fois, ça vaut vraiment le coup. Tout à fait. Et ce qui est génial, c'est que quand on a eu une bonne expertise, après notre expertise grandit et on regarde ce qu'ils ont regardé, on voit les choses auxquelles ils font attention, ça nous permet d'avoir un sens de ce qui est important, et donc après nos décisions suivantes sont bien plus faciles. Donc ça, effectivement, une bonne expertise, ça permet de grandir, et on en revient également au réseau. C'est l'importance du réseau. Mais c'est quelque chose qui, tu vois, c'est vraiment quelque chose, j'aurais mis dans les inconvénients dans les inconvénients de l'immobilier par rapport à la bourse, parce qu'on va venir à la bourse. Mais pour moi, l'inconvénient de l'immobilier, c'est que la valeur est très subjective.
c'est que la valeur d'un bien est très subjective, que c'est beaucoup plus difficile d'en déterminer le prix, que c'est beaucoup plus difficile à évaluer. Et évaluer, c'est quelque chose qui coûte cher, en comparaison du fait qu'on peut imaginer sauf cas exceptionnels, et les traders sont là pour les exploiter, en général, en bourse, le prix d'une action est à peu près correct. C'est rare qu'il y ait de grands écarts de valeur entre la valeur du titre et entre la valeur réelle d'une entreprise et le prix auquel il cote. Et s'il y a un trop grand écart, en général, ça finit par se corriger. Donc j'aurais vraiment mis ça dans les inconvénients de l'immobilier. C'est plus difficile à évaluer. C'est un processus qui est moins liquide. Alors moi, je suis complètement à l'opposé de toi. Je pense au contraire qu'en bourse, la plupart du temps, déjà analyser une multinationale, on va prendre le côté compliqué. Je dis pas une petite valeur qui est très simple, etc., qui a une usine, des machines, etc. Ça c'est relativement facile. Analyser une multinationale, ça va d'une grande banque française ou américaine à, je sais pas, à Coca-Cola, peu importe. Pour moi, c'est un cauchemar. Déjà, je pense que même le PDG, il n'a pas toute l'information. Pour avoir été dans ces grandes banques, je vois que il leur manque énormément d'informations. En fait, ils travaillent sur des tableurs, sur des reportings, voilà, et sur des grands chiffres, mais ils ont aucune idée de ce qui se passe dans leur filiale en Indonésie ou bien dans leur mine de charbon à tel endroit, etc. Enfin bon, je pense qu'ils n'en ont aucune idée. Et je pense que là où on se trompe en bourse, c'est qu'il y a le prix. Et je pense qu'au contraire, les analystes, et ça c'est quelque chose qui a été prouvé, quand ils doivent faire leur méthode de valorisation, que ce soit actualiser les flux futurs, enfin bon, quelle que soit leur méthode, en fait souvent, s'ils s'écartent trop du prix, inconsciemment, ils vont modifier les paramètres, le taux d'actualisation, la croissance des résultats futurs, etc., pour tomber sur quelque chose qui est entre une fourchette de moins 20, plus 20%. Et c'est pour ça que il y a autant de décalage, de retard, en fait, quand les marchés s'effondrent, on voit que les analystes, ils révisent à la baisse avec retard la valorisation de la boîte, ou quand les marchés montent, ils valorisent mieux les entreprises avec retard par rapport au cours de bourse, parce que les analystes, avant tout, ce sont des salariés chez Goldman Sachs. Et il ne veut pas expliquer qu'en fait, il est le seul à penser que Tesla vaut $200 quand elle vaut 1000. Et encore, Tesla, c'était un cas un peu à part parce que beaucoup d'analystes pensaient qu'elle était survalorisée. Mais à un moment, tu dois justifier à ton chef qu'en fait, il y a le monde entier qui pense qu'elle vaut 5 fois ça et que tu es le seul sur la planète à penser qu'en fait, l'entreprise vaut 5 fois moins. Et donc, ils sont pas, ça reste des salariés. Ils pensent d'abord à leur job avant de penser à leurs clients et à leur honnêteté ou intégrité. Et donc, les analystes sont énormément... ont un biais d'ancrage énorme par rapport au cours actuel. Et je trouve qu'à l'inverse, une maison ou un appartement, déjà il y a un prix qui est purement le prix de marché, c'est le prix du terrain, de l'emplacement. Ça n'a en soi aucune valeur à part l'offre et la demande, à part le fait qu'il soit demandé. Ton terrain au fin fond du Finistère, ton bout de 700 mètres carrés, il vaut quelque chose parce que quelqu'un veut l'acheter. En soi, un bout d'herbe, il vaut rien. Et ensuite, on connaît à peu près les coûts de construction. Tu peux calculer un coût de remplacement. Donc, l'achat du terrain plus le coût de remplacement. Donc, je trouve quand même que... je ne sais pas si c'est le bon prix, mais en tout cas, moi, je trouve ça beaucoup plus facile de retomber sur un prix de maison qui correspond à ce qu'un agent immobilier va me dire. Je ne sais pas si lui a raison ou pas, mais je vais être plus juste que si tu me caches un cours de bourse complètement. Tu me dis pas quelle entreprise c'est, tu me dis pas quel est son prix, tu me donnes bilan et compte de résultats, et tu fais pareil avec 10 analystes financiers, on va tomber sur des écarts, mais qui vont être choquants en fait. Qui vont être choquants, on va dire, mais ces gars-là, c'est des rigolos. Ça a été testé, ça a été ou pas fait, et oui, ça a été testé, et les écarts sont énormes, surtout si tu caches... par exemple le secteur, ou parce que les analystes ils savent très bien que tel secteur il vaut à peu près tant de fois les bénéfices, si tu veux. Donc ça, tu peux savoir combien le marché anticipe. Mais si on te donne que les faits présents, donc le bilan, compte de résultats, cash flow actuel et passé, là c'est le grand écart assuré. Ok, il y a des fois je me débattrais, mais là tu m'as convaincu.
Là, tu m'as convaincu. Donc, je note que le marché de l'immobilier est quand même un peu plus transparent et facile à évaluer que dans l'univers de la bourse. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu as envie de parler sur le sujet immobilier, avantages, inconvénients, compétences, ou est-ce que tu veux qu'on se lance dans l'univers de la bourse? Écoute, moi je suis prêt à basculer sur la bourse et notamment, alors sur l'avantage inconvénient, peut-être on en a parlé, parce qu'en fait quand on parle d'un avantage pour l'IMO, ça veut dire qu'on le considère comme des avantages pour la bourse. Donc pour moi, bon, on l'a plus ou moins déjà dit, avantage de la bourse, c'est historiquement meilleure performance, liquidité au top, on peut rentrer du jour au lendemain, on peut mettre des petits montants. Ça, je l'ai pas mentionné dans les inconvénients de l'immobilier, mais à part SCPI ou Realty, c'est quand même globalement plus compliqué de mettre des petites sommes. Donc pour moi, effectivement, c'est ça la bourse, c'est des super rendements, de la liquidité, des petits montants, et puis bien sûr, ça c'est un point qui n'est pas à négliger, on investit avec les plus grands entrepreneurs de la planète. C'est quand même fou de se dire, moi je mets de l'argent et c'est je sais pas, soit Warren Buffett qui va gérer mon argent dans sa holding Berkshire Hathaway, ça va être Mark Zuckerberg dans Facebook, même s'il est un peu moins, enfin dans Meta, même s'il est un peu moins à la mode. Mais voilà, Jeff Bezos, même s'il a passé le relais de son entreprise, voilà, on peut investir dans des Microsoft, dans des boîtes incroyables, dans des boîtes qu'on adore. On se battrait pour être actionnaire s'il n'y avait pas de bourse qui existe, si c'était que des investisseurs privés. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'aiment pas la bourse, pour toutes ces personnes qui voient la bourse comme le temple du mal, tu sais, le temple du capitalisme, etc. Mais moi, j'ai envie de leur dire, mais au contraire, s'il n'y avait pas de bourse, les entreprises, elles seraient quand même détenues par des gens. Elles seraient détenues par les milliardaires que vous détestez. Elles seraient détenues ce serait secret en fait. Et on a la bourse qui est une chance incroyable, c'est que vous pouvez investir auprès de ces milliardaires. Vous détestez Bernard Arnault, peut-être, mais vous pouvez aujourd'hui acheter une action de LVMH si ça vous tente, et votre argent, il va croître à la même vitesse que celui de Bernard Arnault. Et c'est vrai que les gens qui ont tendance à détester ce type d'entrepreneur milliardaire, ils se rendent pas compte que la bourse, c'est justement l'opportunité de faire la même chose qu'eux. Alors, avec des petits montants, on est bien d'accord, mais je trouve que c'est vraiment une liberté incroyable. Et de la même manière, il y a justement les splits qui sont faits pour maintenir les montants d'une action à un niveau acceptable, où on peut aussi investir via des CFD. Mais la bourse, ça démarre à des tout petits montants. Et avec les frais aujourd'hui, avec les ETF, avec les frais qui sont hyper bas, ça aussi, gros point fort pour la bourse. La bourse, c'est quand même la porte ouverte à l'investissement haut rendement et pas cher. Avec les actions fractionnées là, mais je pense que tu penses que c'est une bêtise d'avoir des fractions d'actions, parce que moi j'aime assez bien de temps en temps, pour pouvoir répartir mon effort d'investissement, pour pouvoir le lisser, me dire bah voilà, je vais mettre 100 € dans Microsoft, 100 € dans Apple, 100 € dans Google. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez pratique. C'est quelque chose que tu déconseilles parce qu'il y a trop de frais cachés, ou qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que ça permet d'avoir un accès plus simple à des entreprises auxquelles on se serait pas exposé sinon. Le réinvestissement des dividendes aussi. Le fait que c'est possible de réinvestir directement les dividendes avec des petites sommes, je trouve que c'est assez sympa pour avoir l'effet cumulé. Alors, j'ai jamais essayé, donc j'ai pas testé l'aspect frais. Et pour moi, le seul bémol, ce serait ça en fait. Parce que en soi, en termes d'innovation, c'est une belle innovation. Tout comme les ETF ont été une superbe innovation qui ont permis de baisser les frais. Pour moi, le fractionnement d'action, l'idée de base en fait est vraiment excellente. Après, ce qui me fait peur, c'est que moi, je suis habitué, et c'est comme ça que je sais exactement les frais que j'ai, c'est que je suis habitué en bourse à avoir un carnet d'ordre. Donc, j'ai mes acheteurs, j'ai mes vendeurs. Quand tu parlais de ton exemple dans l'immobilier où tu as payé 1 000 € de plus pour avoir un appartement, ben pour moi, c'est sous mes yeux aussi. Je sais que le meilleur acheteur a mis un prix à 100. Je sais que le meilleur vendeur, lui, pour le moment, est à 100 et il a l'air de pas vouloir baisser. Ben, c'est à moi je vois visuellement que je peux me mettre à 100 avec l'autre, acheter à 101, etc. Je me dis toujours les fractionnements d'actions qui te permettent, par exemple, de mettre 10 € sur cette valeur. Lui, quand je passe mon ordre et que je dis je vais en mettre 10 €, lui, est-ce qu'il va acheter à 100 et à 101? Donc j'imagine que ça va être à 101. Donc déjà, le spread, si tu veux, entre l'acheteur et le vendeur va être pour moi.
j'ai toujours peur aussi. Mais à nouveau, j'ai pas essayé, donc c'est plus des craintes que quelque chose qui est C'est des avéré. frais comme ça. Il y a deux types de frais. Ouais. Ils mettent des frais sur le taux de change, donc ils vont donner par exemple un taux de change euro-dollar un peu moins intéressant, et sinon ils mettent des frais effectivement sur le spread. Mais c'est des petits frais, c'est des choses du type, je sais pas, 0.10, parfois c'est même moins que ça, c'est 0.05, c'est des petits points de pourcentage. Donc c'est souvent quand même assez intéressant, mais évidemment qu'il y a des frais. C'est un service et il y a des frais. Ouais. Donc moi je trouve ça une bonne innovation, si tu veux, tout ce qui permet de simplifier, de faciliter, comme tu dis, de pouvoir avoir un portefeuille équipondéré, alors que si tu te retrouves avec une action qui va te coûter plus de 1 000 euros d'un côté, par exemple, là c'est clair que c'est ingérable pour quelqu'un qui a un petit portefeuille. Quelqu'un qui a un portefeuille par exemple de 5 000 euros, si tu as une valeur qui en vaut 2 000, forcément ça va tout déséquilibrer, et ça c'est bien dommage. C'est pour ça que moi je suis très content de voir tous les splits des grosses valeurs américaines qui s'étaient beaucoup envolées. Je trouve que même on voit LVMH qui va tourner à des 600 euros. Je trouve ça un peu dommage aussi parce que moi le premier, quand je disais tout à l'heure, vous pouvez investir aux côtés de Bernard Arnault, ça veut dire que si on veut qu'LVMH représente 10% de notre portefeuille, ce qui est quand même déjà élevé, ça veut dire qu'il faut un portefeuille au minimum de 6 000 euros. Donc dans ces cas-là, je trouve ça vraiment bien le fractionnement d'actions. Et tiens, mais tu sais, toi, alors, du côté des avantages. Du côté des avantages, moi ce que je mets en priorité, c'est la diversification immédiate. La diversification à la fois géographique et en termes de type d'activité. Ça, je te dis, ça a été vraiment une illumination pendant que le monde était arrêté et que mon activité, donc moi j'avais une activité quand le Covid est arrivé, ça m'a fait perdre 50% en gros de mon activité parce que je faisais beaucoup de séminaires en présentiel, de cours en présentiel, de coaching en présentiel, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient comme ça physiques. Et donc quand le Covid est arrivé, je me suis dit j'ai essayé un maximum de pouvoir réorienter mon activité sur du beaucoup plus en ligne, mais à côté de ça, je me disais il faut que je trouve une manière d'avoir des choses qui tournent, même quand le monde s'arrête. Et le fait de me dire que les marchés continuent de bouger, etc. Je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il faut faire. Il faut avoir, exactement comme tu le dis, un pied dans d'autres aventures entrepreneuriales que la nôtre. Ouais, excellent. Je me sens nul d'avoir oublié le diversification. Je me dis, c'est clairement pour moi effectivement un des meilleurs avantages de la bourse. Et c'est vrai que c'est aussi un gros avantage je parlais tout à l'heure SCPI ou Realty. Bien sûr, les SCPI, c'est il y a beaucoup d'inconvénients dans les SCPI, c'est beaucoup de bureaux, beaucoup de commercial, etc. Enfin bon, et puis des frais qui sont élevés. Ou Realty, qui est nouveau, mais qui apporte énormément justement dans ce côté petit montant, donc diversification. Parce que c'est ça qu'il faut voir, c'est que quand on voit l'apport qu'il faut pour un bien immobilier, on se doute bien qu'on va pas avoir facilement 4-5 biens immobiliers qui permettent de diversifier, ça c'est évident. Est-ce que tu veux qu'on passe aux compétences nécessaires pour la bourse, puisqu'on est bien parti? On va passer aux compétences. Alors là, je vais donner ma liste parce que j'ai voilà. Alors la première compétence que j'ai mise pour investir en bourse, j'ai mis l'optimisme. Alors déjà parce que je considère que l'optimisme c'est une compétence et que c'est une compétence qui est de plus en plus menacée. Je sais pas comment c'était aux autres époques. Alors ok, en ce moment il y a quand même de la matière à être inquiet, mais on est très vite enfermé dans une bulle de négativité. Les algorithmes marchent beaucoup à ça. On a tendance à cliquer sur les articles qui font le plus peur. C'est normal, c'est animal. On n'a pas envie d'être exposé à de grands dangers. Donc il y a quelque chose qui se renforce comme ça. Et donc dans ce contexte-là, pour moi, l'optimisme c'est une compétence. Parce que pour investir en bourse, il faut quand même se dire que le monde ne va pas s'effondrer demain. Et il y a beaucoup de gens qui se retiennent d'investir parce qu'ils ont cédé à ce récit selon lequel le monde va s'effondrer demain.
Et le résultat, c'est que ces gens, en attendant, dès qu'ils commencent à avoir l'énergie vitale qui fait qu'ils vont se dire « je vais commencer à y aller », il y a la petite voix dans leur tête qui leur dit « mais finalement, à quoi bon ? À quoi bon si tout s'arrête ?» Et donc, dans 10 ans, dans 20 ans, je serai 10 ou 20 fois plus riche que ces gens qui se sont retenus d'investir. Pourquoi ? Parce que je cultive mon optimisme. Et évidemment que des fois, le lundi matin, quand je me réveille et que je vois pénurie d'électricité, ça va être la fin de tout, ça va être la fin du monde. Évidemment que je me dis, ça tangue. Mais le fait de me dire, non mais on va trouver des solutions. Il y a des gens qui sont extrêmement compétents dans les domaines de la technologie, il y a de très grands entrepreneurs qui vont de plus en plus être capables de faire des économies de coûts, de trouver d'autres manières d'utiliser l'énergie, d'inventer de nouvelles sources d'énergie. On va devenir peut-être, plus résilient. Donc il y a plein de manières dont j'arrive comme ça à me remotiver, à investir cet argent supplémentaire au lieu de me recoucher, de me dire oulala, tout va s'effondrer. Donc compétence numéro 1, c'est l'optimisme, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils ne cultivent pas cette compétence, se préparent un avenir qui ne sera pas radieux, en tout cas moins radieux que le mien, malheureusement pour eux. L'optimisme, c'est un super point. Après, moi j'ai envie de dire optimisme, c'est vrai pour tout investissement. C'est-à-dire que dès que tu prends le moindre risque, finalement, dès que tu sors de ton livret A, de tes fonds en euros, tes trucs qui te rapportent rien, mais avec lesquels tu vas sûrement bien dormir, sauf moi je dormirais très mal en ce moment avec du livret A ou des fonds en euros, mais il y en a qui dorment mieux comme ça. Donc oui, tu as raison. Moi, je le mettrais même dans les deux. Je mettrais ça bourse, immobilier, et tu as raison. Quand on parle d'investissement locatif aussi, pas pour sa résidence principale, il faut clairement être optimiste. Moi, j'ai mis en compétence numéro 1 la patience, parce que, et ça c'est quelque chose qu'on partage, c'est le fait que la bourse ne rend pas riche, ou en tout cas surtout pas rapidement. La bourse, ça permet, une fois qu'on a gagné de l'argent quelque part, de le faire croître cet argent en fait pour se construire un meilleur patrimoine. Donc moi je dirais la patience est quelque chose qui est très très compliqué. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je me suis demandé un petit peu en préparant cet épisode, comment est-ce qu'on cultive cette patience, ou en tout cas comment est-ce qu'on fait pour la maintenir, parce que en fait ça se travaille aussi la patience. Et donc je pense que on arrive à travailler la patience quand on est capable de rêver à long terme. Quand on est capable comme ça de se projeter à 10 ans, à 20 ans, ça c'est quelque chose qui permet de travailler d'avoir cette compétence à la patience. Je pense que pour pouvoir être patient, il faut pas avoir peur d'être ringard. Il faut pas avoir envie d'être cool. Il faut pas avoir envie d'être celui qui est investi dans les... Enfin voilà, si je vais à une soirée et que je dis j'ai du Coca-Cola et du Total, c'est beaucoup moins cool que si je dis que je suis investi dans telle ou telle crypto ou dans telle petite boîte tech, t'inquiète, ça va monter. Donc je dirais qu'il y a ça, le fait de pouvoir se projeter, le fait de pas avoir peur d'être ringard, et je pense qu'il aide beaucoup à avoir de la patience, c'est de pas trop regarder son portefeuille. Et ça c'est une erreur que j'ai tendance à faire, c'est que je trouve ça passionnant. Je sais pas pourquoi. Ces chiffres qui bougent, c'est quelque chose, ça me fait geeker. Le fait que ce soit, c'est peut-être parce que j'ai été très dans les jeux vidéo, et donc le fait de marquer des points, etc. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça dans le podcast, mais il y avait un jeu auquel je jouais beaucoup quand j'étais adolescent. C'était un jeu qui s'appelait Drug War. Et donc c'était un jeu où on investissait en achetant un peu de cocaïne, un peu d'ecstasy, un peu de marijuana, etc. Virtuel évidemment. Je précise, c'était virtuel. Et donc en fonction des crises, etc. On avait notre portefeuille de drogue qui montait. C'est débile comme jeu, c'est tout simple. Il y a même pas d'image, il y a juste des chiffres qui bougent. Et ce genre de jeu me passionnait. Et donc le fait d'être capable de faire ça avec du vrai argent dans des entreprises qui sont beaucoup plus saines que de la drogue, je trouve ça génial. Donc je pourrais passer des heures à regarder mon portefeuille, et c'est une erreur. Et donc c'est pour ça que je me tape sur les doigts
et je me dis mais non, mais va développer des choses plus fondamentales. Là, t'es en train de rien faire. Va développer des choses plus fondamentales. Va lire les 100 discours qui ont marqué l'histoire. Va écrire des billets où tu présentes ta compétence rhétorique et détache-toi un petit peu de toutes ces choses qui clignotent et refocalise-toi sur le fondamental. Donc toujours se dire d'accord, quand mon portefeuille grandit, ok, c'est une partie de mon patrimoine qui grandit, mais voilà, ce qu'il faut faire grandir d'abord, c'est nous-mêmes. Et donc le fait d'être capable de se détacher un petit peu de tous ces chiffres pour se focaliser sur les humanités en fait, sur la science, la littérature, la culture, je trouve que ça permet d'être patient. Ouais, c'est un très bon point. Moi, ça rejoint un peu ma deuxième compétence à maîtriser pour être efficace en bourse. En fait, j'ai résumé tout cet aspect émotionnel qui est d'avoir la peur d'avoir fait les ringards, de pas dire à la machine à café, comme tu disais, qu'on est dans Coca-Cola plutôt que Tesla, etc. J'ai résumé ça dans le mot discipline. Parce qu'on a beau savoir tous les biais cognitifs qui nous font perdre en bourse, on a beau savoir que telle stratégie est plus efficace que telle autre, il y a ce fameux « cette fois c'est différent » qui nous fait croire que... Bon. Donc il faut toujours se rappeler à sa thèse de départ et à se dire non, moi au départ j'ai décidé que mon portefeuille il allait être fait de telle manière que je dépasserai pas de X%, que chaque position ne dépasserait pas de X%, enfin bon bref, tu te mets les règles que tu veux, avec que ce soit des dividendes, des indices, peu importe la manière, des entreprises des côtés, et il faut être discipliné. Et en tant que créateur de contenu finance, toi comme moi, parce que tu as raison, de devenir créateur de contenu financier, ça t'oblige à regarder, à t'informer, à être sur l'actualité, etc. Donc ça te titille de faire bouger ton portefeuille. Et moi, un des trucs que j'avais fait pour un des courtiers sur lequel j'avais un portefeuille value, donc d'entreprise décotée, donc d'entreprise ringarde, c'est vraiment le truc où tu es à contre-courant de tout. Tu vas avoir des fournisseurs de fabricants automobiles au moment où on te dit que c'est la fin du monde là-dessus, toutes les pires cycliques, etc. Et en fait, j'avais mis dans mon mot de passe que mon broker me demandait de rentrer à chaque fois. Donc, j'avais mis, on va dire, un mot, une référence, sans dévoiler mon mot de passe, qui me faisait penser un peu à ça. Et donc, qui m'aidait à chaque fois à me dire, en gros, c'était une phrase qui me disait de bien rester discipliné et de pas oublier le but de ce portefeuille. Donc, clairement, la discipline, c'est comme dans le sport. Si tu attends d'être motivé pour faire du sport, c'est foutu. Tu vas y aller 3 fois dans l'année. Alors si tu es discipliné parce que tu t'es dit que tu allais courir le dimanche matin à 8h, même si tu n'as pas envie, tu vas aller courir le dimanche matin à 8h. Et la bourse, pour moi, c'est pareil. Et quand tu dis comment est-ce qu'on peut être patient, c'est drôle parce qu'en fait, ça rejoint ma troisième compétence. C'est que je me suis dit, quand même, ça m'embête de mettre que des compétences qui sont des compétences... comportementale, si tu veux. À un moment, il faut bien rentrer un peu dans le vif du sujet. Oui. Donc je me suis dit, est-ce qu'il faut étudier la compta, est-ce qu'il faut étudier l'analyse financière, est-ce qu'il faut suivre l'actualité, etc. C'est aucun de tout ça. Pour moi, s'il y a une seule chose un peu concret à étudier, ce serait l'histoire boursière. Parce que l'histoire boursière, en fait, c'est un résumé de la bonne manière de se comporter, et typiquement, ça aide à être patient. Et en fait, on n'est jamais meilleur que quand on regarde le passé, parce que là c'est à froid, on n'a aucune émotion. Et donc là on se dit, oh mais c'était évident qu'il fallait investir à moins 30%. Oh, si j'étais en 2008, vraiment, là j'aurais fait les cartons pleins, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en 2008, pour avoir vécu cette crise, c'est que quand tu as la bourse qui est à moins 40%, tu te posais la question de est-ce que ta banque allait fermer ou ton courtier, et si ton courtier fermait, est-ce que tu retrouverais tes actions? C'était ça quand tu avais tes actions chez un broker, ou quand si tu avais le malheur d'avoir 50 000 euros qui traînaient sur un compte bancaire, les journaux télévisés te disaient il y a un fonds de secours qui permet et toi tu te disais mais je suis où, et ma banque, est-ce que elle fait partie de celles les plus à risque, parce qu'on te classait les banques les plus à risque, etc. Donc à ce moment-là, c'est très difficile de mettre ses émotions de côté et de se dire mais c'est évident qu'à moins 30, moins 40%, je vais commencer à rentrer au fil des mois. Et le seul moyen pour faire ça,
c'est d'étudier l'histoire. Et c'est vrai que l'histoire, parfois, elle te dit qu'il faut investir, et parfois, tu te rends compte que la Grande Dépression, ça a mis très très longtemps aussi pour se remettre, 1929, et qu'à moins 40%, t'étais même pas à la moitié de la baisse, vu que ça a perdu beaucoup plus que ça. Donc moi, s'il y avait une compétence à creuser, qui permet d'être patient et qui permet d'avoir les bons réflexes, c'est l'histoire boursière, étudier les crises, étudier les bulles, ce qui permet de voir tous les signes, en fait, quand il y a le petit copain qui te raconte effectivement qu'il est dans une nouvelle crypto qui a déjà fait 1000% et qui saute dedans. Ta petite étude des boîtes internet en 2000, des subprimes, etc., elle va allumer une petite truc dans ta tête et tu te dis, mais j'ai déjà entendu ces mots-là, en fait, quelque part. C'est ça. Les SPAC. Les fameux SPAC, vraiment l'apparition des SPAC, c'était un signe de bout d'euphorie. On arrive vraiment à la fin de l'euphorie. Mais je me demandais ça, est-ce qu'il y a vraiment des cycles boursiers, tu sais, dans le sens où les gens commencent par investir dans, disons, des boîtes stables du type la consommation discrétionnaire, l'énergie, la consommation de base, etc. Quand ça commence à aller un petit peu mieux, il y a plus de capitaux qui vont aller vers des boîtes de croissance traditionnelles du type, ça va être du Apple, du Microsoft, du Amazon, du Google. Quand ça va encore un petit peu mieux, les gens vont aller chercher du rendement vers des boîtes du type, je sais pas moi, les Peloton, DoorDash, donc les petites startups un petit peu le vent en poupe. Et en fin de cycle, on va vers des choses encore plus délirantes, donc Luna, Terra, la petite crypto, machin truc qui va bien. Est-ce qu'il y a vraiment des espèces de cycles comme ça ou c'était très spécifique à notre période? Parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'on a vu en 2021. La reprise s'est faite par étapes, par poche comme ça. Les liquidités gonflent cette poche, puis ça gonfle une autre poche, puis ça gonfle une autre poche. Et à la fin, on arrive vers des trucs qui sont complètement délirantes. Oui, moi je pense que c'est le cas à chaque fois. Mais ce que j'ai trouvé un peu bizarre dans la période récente, on va dire les 5 dernières années, c'est qu'il y avait des investisseurs qui n'étaient pas un bloc uniforme en fait. Anciennement, les investisseurs, c'était un particulier, on va dire, pour simplifier. Investisseurs particuliers, c'est un bloc plus ou moins uniforme qui font des bulles en même temps et qui paniquent en même temps. Et moi, j'ai l'impression qu'on a plusieurs poches. Et on a une poche, par exemple, qui a fait beaucoup parler d'elle. C'est justement cette poche de jeunes prêts à tout risquer, donc qui sont sur les mêmes stocks, qui sont sur les cryptos. Et on a vu des bulles, donc la bulle de la tech non rentable qui a fait un pic en février-mars 2021, avec toutes ces fameuses boîtes type Peloton, etc., avec un pic quasi instantané sur les cryptos. Et ça, c'est une partie du marché. Mais c'est pas la norme, si tu veux. Moi, par exemple, j'étais absolument pas touché par ça, à la fois par ces petites boîtes ou par les cryptos. Moi, j'ai mis la main dans les cryptos pour voir comment ça faisait. J'ai mis un tout petit montant qui est ridicule par rapport à mon portefeuille global ou mon patrimoine. Et pour certaines autres personnes, c'était non seulement tout leur patrimoine, mais souvent même avec de l'effet de levier. Et donc c'est bizarre. Enfin, en tout cas, moi, j'avais jamais vécu ça, de voir qu'il y a des jeunes de 25 ans aux États-Unis qui vont tous se ruiner en même temps. Mais pour la majeure partie des épargnants français investis dans du CAC 40, dans les PPR, Air Liquide, etc., du Total, du Sanofi, eux, ils sont passés totalement à côté de ça. Ils n'ont pas vu la bulle et le pic. Je veux dire, Sanofi, BNP, ces trucs, ils n'ont pas piqué en mars 2021. Ils ne se sont pas effondrés derrière. Ils ont suivi le marché du global. Donc tu vois, c'est un peu comme s'il y avait des poches comme ça d'investisseurs qui n'ont pas les mêmes références, qui regardent pas les mêmes émissions. C'est fou. Ouais, mais c'est vrai, mais ça va tout à fait de pair avec les études qu'il y a sur les bulles informationnelles. Tu sais, pas bulles dans le sens qui gonfle, mais bulles dans le sens qui isole. Il y a une espèce de, les algorithmes font aquarium, chacun est dans son, on a tendance, absolument. Et donc c'est sympa que tu aies vu ça au niveau de la bourse parce que ce serait très cohérent avec la manière dont les algorithmes façonnent notre univers mental. Et tu vois, pour partir un petit peu sur le côté vraiment pur boursier, c'est pour ça que moi, il y a un indice qui m'intéresse plus du tout et que je ne regarde plus, c'est le Nasdaq. Parce que moi, quand j'étais jeune, dans les années 2000, le Nasdaq, c'était clair. C'était les
les petites, enfin pas start-up parce qu'elles étaient introduites en bourse, mais voilà, les petites jeunes pousses technologiques. Mais aujourd'hui, dans le Nasdaq, dans le haut du panier, tu as Apple, Microsoft, Meta, etc., qui sont des boîtes qui sont plus du tout des boîtes de croissance, qui sont au contraire des boîtes qui ont déjà bien épuisé leur marché, qui sont des magnifiques boîtes, hein, mais j'en ai la plupart en portefeuille, donc c'est pas que j'y crois pas, mais c'est pour dire que c'est plus du tout les boîtes qu'elles étaient en 2000. Et dans ce même marché Nasdaq, dans ce même indice Nasdaq, tu as toutes ces petites boîtes dont on a parlé. Et donc le Nasdaq, parfois, il se comporte bizarrement parce que les gens vont se dire, ah mais la technologie va bien en fait, puisque le Nasdaq, il est toujours sur des niveaux élevés. Et puis quand tu regardes le pourcentage de boîtes qui ont perdu plus de 50% de la valeur, tu vas t'apercevoir qu'en fait, la plus grosse partie des sociétés du Nasdaq sont dans ce cas-là. Donc moi, c'est un indice qui m'intéresse pas. Je préfère prendre le S&P 500 comme thermomètre de la bourse américaine, et puis le portefeuille de Cathie Wood, donc avec son fameux ETF ARK Innovation, qui pour moi est l'indice de référence de cette tech-là, quoi. Ben oui, tu as tout à fait raison. Alors, est-ce que tu as encore des... Moi, j'ai d'autres choses sur les compétences dont on a besoin pour la bourse. Ça te dit? Ah, vas-y, moi j'ai plus ou moins tout dit, puis de toute façon on aura l'occasion d'en reparler, mais vas-y, j'écoute les compétences alors. Ouais, sans doute. Est-ce que tu connais la lettre à Ménécée? Ah, j'ai pas bien compris, répète-moi ça. Interro surprise. Est-ce que tu connais la lettre à Ménécée, le texte d'Épicure? Ah non, pas du tout. Ah ouais, d'accord, là t'as changé complètement, t'es rentré dans ton domaine. Mais oui, non, c'est je connais une pas du petite tout, feinte. raconte-moi ça. Interrogation surprise, donc ça veut dire que tu l'avais peut-être pas au programme de lycée, mais moi au programme de philo de terminale du lycée, on avait la lettre à Ménécée d'Épicure. Et donc c'est un texte où en substance il nous dit toutes les fois que tu fais une soirée où tu festoies, où c'est la fête, tu es content, il y a un banquet, il y a de la nourriture à foison, il y a de l'alcool à foison, ton malheur le lendemain est proportionnel au bonheur que tu avais la veille. Et donc c'est une philosophie de la neutralité. L'objectif c'est de viser une neutralité émotionnelle, parce que tout revient toujours vers la moyenne. Et donc la meilleure manière de ne pas souffrir, c'est de ne pas s'enflammer. Donc c'est vraiment une ode à la tempérance. Ce texte m'a toujours un peu gêné. Il m'a toujours un peu gêné parce que je trouvais que c'était fade et que la vie est un peu triste si on essaie de se couper de la possibilité du malheur pour se couper de la potentialité du malheur, on va arrêter de ressentir du bonheur. Et donc en investissant en bourse, je pense avoir atteint le super stoïcisme, à savoir apprendre à être super content quand ça monte et apprendre à être super content quand ça baisse. Donc c'est vraiment ça pour moi la compétence qui me semble importante. C'est même pas d'être anticyclique, parce que je pourrais développer quelque chose du type quand ça monte je vais être prudent et quand ça baisse je vais pas être trop affecté. Moi j'aurais plutôt tendance, mais non, prends du plaisir quand la bourse monte, tu te dis c'est super, mon capital augmente, etc. Et prends du plaisir quand ça baisse, parce que tu te dis ça baisse, ça veut dire que la plupart des gens sont en train de paniquer, les actions leur brûlent les doigts, etc. Mais moi je reste sur le pont du navire, moi j'ai pas peur, moi je suis courageux, moi je profite de ces conditions de marché pour faire de bonnes affaires. Et donc avoir cette capacité à être heureux par tous les temps, je pense que c'est une compétence fondamentale pour investir. Alors je suis complètement d'accord avec toi sur l'aspect triste en fait de cette lettre. Si tu l'appliques à ta vie de tous les jours, je trouve ça horrible en fait, parce que une des beautés de la vie, c'est que par moment tu fais la fête, tu te couches tard, etc. Le lendemain t'es pas bien, peu importe, mais quand tu repenses 5 ans plus tard à cette soirée ou à ces moments que tu as passés, finalement tu gardes que le positif et t'oublies le reste. Et j'ai vécu ces choses-là dans des soirées, même dans du sport où je suis allé, des sports d'endurance difficiles, que j'ai regretté, des trails très très longs, j'ai beaucoup souffert et je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça, etc. Et maintenant je me dis mais heureusement que je l'ai fait, c'était génial. Et pareil pour les bonnes soirées, donc je trouve ça triste, même si je suis d'accord avec toi qu'en bourse ça peut être un bon ça peut être un bon modèle. Enfin
pardon, c'est pas ce que tu as voulu dire. Hein, c'est pas ce que tu as voulu dire. Tu as voulu dire que toi, justement, tu profitais de la montée, et tu profitais de la baisse. Donc c'est un peu l'inverse. Oui, je suis assez d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut, en bourse, c'est relativement facile et peu de gens le font, d'être heureux pendant les baisses. Et ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup aux jeunes, notamment, parce que dès qu'ils commencent à investir, pas quand ils ont mis quelques centaines d'euros, mais dès qu'il y a des milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros en jeu, tout de suite les baisses deviennent dramatiques, même pour un jeune de 28 ans. Et plusieurs fois, je leur dis, mais tu as 28 ans, tu vas encore beaucoup plus mettre de côté que sortir de ton portefeuille. Et donc, toute baisse est bonne à prendre et à choisir. Il faudrait mieux que les marchés soient ridiculement bas pendant 10 ans et que ton portefeuille va quasi plus rien parce que tu vas toujours continuer à mettre une petite partie de tes revenus dedans, plutôt que d'être super content parce que ton portefeuille sera passé de 5 000 euros à 7 000 euros de manière incroyable, mais tout ce que tu vas investir pendant les 10 prochaines années seront à des niveaux vraiment aberrants. Et moi, j'étais triste en fait avant cette période de baisse là du début d'année. J'étais triste parce que j'en étais presque à un point de me dire mais je trouve aucune valeur intéressante. Vraiment, elles sont toutes les valeurs de qualité sont beaucoup trop chères et toutes les valeurs qui sont un peu en dessous des valorisations moyennes, en fait, elles devraient être bien en dessous de ça. En fait, on sentait cette bulle de liquidité qui était là, qui est d'ailleurs toujours un peu là quand je vois ce qui va, toute la récession, tout ce qui nous attend, j'ai envie de dire, mais ça mériterait de baisser encore plus et qu'on puisse racheter à bon compte. Je suis pas encore satisfait des niveaux actuels pour vraiment faire de bonnes affaires. Mais je trouve que là-dessus, ça aide beaucoup de créer du contenu. Le fait de prendre un petit peu une position de chef de communauté ou en tout cas de personne d'expérience, être face au public, cette personne qui ne flanche pas quand tout tangue, je trouve que ça aide beaucoup à traverser les périodes de baisse parce que on se force à se dire bah non, je vais pas commencer à flancher face à ma communauté. Ils attendent un message de motivation, ils attendent un message rassurant et le faire, je trouve ça aide beaucoup en fait. On peut vraiment développer ce tempérament et en plus ce qui est génial c'est que quand on rassure les autres, on crée un écosystème qui est de plus en plus rassurant. Parce qu'après ça donne de la force à ceux qui nous écoutent. Peut-être que eux ils vont avoir ensuite la force de rehausser le moral des gens qui les écoutent. Donc on peut vraiment comme ça, je trouve, démultiplier l'optimisme, la résilience et donc ça aide beaucoup, je trouve, de créer du contenu quand les conditions de marché commencent à tanguer un peu. Après, je dis vraiment à ceux qui nous écoutent, la personne qui a de l'expérience dans ce podcast en matière de bourse, c'est Xavier. Moi, les cycles de marché que j'ai connus, j'ai connu la crise du Covid, qui était une crise qui faisait pas très peur pour moi. Parce que, ça avait l'air d'être un coup de frein artificiel qui était donné au marché, donc je me disais ça va redémarrer après. Et là, il y a la crise de la guerre en Ukraine que je suis en train de traverser. Si ça baisse encore à partir d'aujourd'hui de 40, 60, 50%, je pense que je vais devoir serrer les dents pour traverser ça. Donc attention, je ne suis pas une personne qui a beaucoup d'expérience en matière d'investissement, mais je me forme progressivement en partageant mon expérience. Oui, c'est compliqué de se vendre en tant que j'ai beaucoup d'expérience en bourse parce que à la fois moi j'ai de l'expérience en termes d'années, j'ai toujours beaucoup étudié ça, donc oui, j'ai plus de connaissances que toi sur ce domaine que tu as découvert plutôt récemment, mais là où c'est très frustrant aussi, et on en a déjà discuté, c'est le fait que, et c'est aussi la magie de la bourse, le but ultime, le Graal, c'est de battre le marché, c'est de battre la moyenne de performance du marché. Or, par définition, le marché, c'est la moyenne. Puisque toute action est détenue. Il n'y a pas une action, on peut dire, mais telle boîte, elle est pourrie, personne n'en a. Si elle a une capitalisation d'1 milliard de dollars, c'est que les gens en ont 1 milliard de dollars dans leur portefeuille. Ce
ce sont pas les mêmes qui ont du Tesla, qui sont pas les mêmes qui ont du Peloton, etc. Mais le marché, par définition, c'est la moyenne. Et on constate que ceux qui battent le marché, soit ils le font temporairement, souvent ils n'arrivent pas à le reproduire, et puis ça change, en fait, ça tourne. C'est que ceux qui investissent dans les boîtes des côtés, ils vont battre le marché pendant 2-3 ans, puis les valeurs de croissance, puis les petites boîtes de technologie disruptive, puis les valeurs dividendes, puis ça tourne, et il y a très très peu de gens qui sont au-dessus du lot. Donc moi je suis toujours, c'est un peu gênant parfois d'être dans ce rôle un peu d'expert vis-à-vis d'une communauté, comme tu dis, ça a un côté flatteur, mais en fait c'est terrible parce que je me dis un vrai expert, il pourrait parier, je pourrais parier avec toi que je vais te battre en bourse. Et ce qui est fou, c'est que quand Warren Buffett a fait ce pari-là avec un gérant de hedge fund, Warren Buffett n'a pas dit, il n'a pas dit je vais battre les hedge funds. Il a dit, je parie que le S&P 500, donc le marché américain, que les hedge funds ne vont pas battre le marché américain. Je me souviens plus si c'était un hedge fund ou la moyenne des hedge funds. Et donc même ces personnes avec énormément d'expérience et qui font partie de ceux qui ont battu le marché, quand ils doivent prendre un pari avec quelqu'un, un pari public, alors ils le font en disant, je parie que tu ne peux pas battre le marché, ce qui est quand même un signe, quoi. Vu l'heure, je sais pas ce que t'en penses, Victor. Est-ce que on passe, enfin, je vais te laisser terminer, mais puis on va passer à la dernière section. Excellent. On va passer à la dernière section. Je voudrais quand même te vendre, Xavier, parce qu'il faut quand même, voilà, vraiment, je pense que l'avantage qu'on a quand on est expert comme toi, et pour moi c'est une compétence qui est fondamentale, et c'est pour ça que c'est important que les gens qui débutent dans l'investissement se forment en écoutant du contenu comme le contenu qu'on va avoir avec Xavier, c'est que je pense que quand ton portefeuille varie, donc quand tu vas avoir des variations importantes dans ton portefeuille, etc., tu vas beaucoup plus que le novice être capable de comprendre ce qui s'est passé. Et le fait d'être capable de comprendre ce qui se passe, le fait d'être capable de comprendre ce qui s'est passé, ça fait qu'on a le tempérament nécessaire à pas paniquer et à pas perdre de l'argent. À pas perdre de l'argent en vendant n'importe quoi. Donc vraiment le fait de connaître le domaine, le fait d'être en terrain familier, ça permet de faire, je pense, beaucoup moins de bêtises que quelqu'un qui se lance, qui voit les choses bouger dans tous les sens et qui comprend pas forcément pourquoi. Oui, je suis d'accord avec toi. En tout cas, ce que ça me permet de faire, c'est de pas paniquer, ça c'est vrai. Et en fait, mes connaissances, elles me permettent d'avoir malgré tout une grosse partie de mon patrimoine en bourse. Alors attention, je suis pas richissime, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que je pense que j'ai des portefeuilles boursiers qui sont quand même relativement élevés par rapport à la moyenne. Et il y a beaucoup de gens qui auraient peur d'avoir de grosses sommes en bourse. Moi, ça me fait pas peur. Et puis j'ai structuré mon patrimoine et mes portefeuilles pour pas avoir peur. Donc soit c'est des boîtes que je connais bien, et plus je mets de l'argent dedans, plus je connais les boîtes, plus je me renseigne, plus j'apprécie leurs managers, plus j'apprécie leurs produits, la manière dont ils sont gérés, etc. Ou sinon, autant être dans de l'indiciel et puis suivre les gros indices boursiers. Mais oui, ce que ça m'apporte, c'est de la sérénité et de la patience. Et on l'a vu, pour moi, ça fait partie des plus gros atouts. Donc c'est limite en fait que toutes ces compétences où je connais les ratios, les machins et tout, c'est tout, ça termine tout par je suis patient, je suis discipliné, quoi. Tu vois, à la fin tout ça pour ça. On reviendra sur tout ça, évidemment. Alors, on a décidé avec Xavier en créant ce podcast d'avoir une section valeur à la fin du podcast où on partage avec vous ce qui nous a apporté de la valeur au cours de la semaine, et également les actions qu'on a accomplies pour pouvoir créer de la valeur, ou en tout cas pour espérer créer de la valeur. Est-ce que tu veux commencer, Xavier, ou est-ce que tu veux que je commence? Tu as le choix. Écoute, je veux bien commencer. Je vais partager deux choses, parce qu'il y a une chose qui était tellement petite et ridicule, mais je voulais le dire quand même. Je vais commencer par un truc un peu plus high level, un peu plus intello, qui n'est pas du tout financier. C'est que je suis en train de lire un bouquin qui, alors je le lis en poche. Je crois que c'est 2 livres à la base de Barack Obama qui racontent
ses débuts, sa campagne, ses compagnes, son rôle au pouvoir. Et je l'ai acheté en poche, donc les deux sont regroupés dans le même livre. Et en fait, en poche, c'est tellement gros, ça fait 1300 pages. En fait, le bouquin, c'est un cube, si tu veux. Donc, mais j'aime bien aussi lire ce livre parce que j'ai ma fille qui a 8 ans et j'aime beaucoup que ma fille me voit lire. Parce que j'ai beau lui dire qu'il faut qu'elle lise, on sait très bien que les enfants nous copient et plus elle me voit en train de lire et moins elle me voit sur mon téléphone et plus elle va faire la même chose. Et moi, ce que j'apprécie énormément, que ce soit Barack Obama, on l'aime pas, ou d'autres, je pense que s'inspirer des gens qui ont réussi, c'est vraiment génial. Et là, en plus, l'avantage de ce livre, c'est qu'il permet de voir aussi à quel point même des campagnes américaines, ça se joue à de la chance. Il y a beaucoup d'humains, des décisions qui sont prises qui paraissent stupides, qui s'avèrent être des bonnes idées. Et quand tu me parlais d'intelligence artificielle qui vont écrire des discours, c'est là où tu vois que parfois, je pense que sortir du chemin, faire quelque chose qui est un peu, voire même complètement différent, ça peut être très bien. Donc, je vais pas forcément vous recommander ce livre parce qu'à nouveau, il fait 1300 pages. Donc, soyez bien accrochés si vous voulez vous lancer dedans. En tout cas, je vous encourage à lire des livres de gens de biographie, des biographies, des autobiographies de gens qui ont réussi, plus que des biographies. Et puis l'autre point qui est vraiment un détail, mais j'adore ce genre de tips, c'est qu'en fait pour enregistrer ce podcast, on utilise un logiciel. Alors je peux pas encore vous dire s'il est bien ou pas parce que c'est la première fois qu'on l'utilise, pardon. Enfin c'est un SaaS, c'est pas un logiciel installé, mais on est donc sur Internet et ce logiciel s'appelle Riverside. Et donc je me suis abonné à ce logiciel il y a 3 jours. Je m'inscris, etc. C'est $281 par an. Et puis je vois un petit endroit pour saisir dans le formulaire où il y a marqué coupon. Et il y a un truc que je fais toujours quand je vois ça, c'est que je vais sur Google, je google coupon Riverside et je me dis peut-être que je vais tomber sur un truc. Et là, je tombe sur un coupon à 50%, enfin il y avait 50, voilà. Je vois le truc, je sais plus ce que c'est, le code, copy-paste, copier-coller dans le formulaire et je vois mon abonnement annuel qui passe de $280 à $140. Et je voulais pas donner que ça comme création de valeur parce que ça a l'air un peu ridicule. mais c'est quand même, non mais c'est bête, mais tu vois, c'est le genre de truc où je me dis, certaines fois tu prends 10 secondes, allez, 8 fois sur 10 ça va rien donner. Une fois sur 10, tu vas gagner 5 ou 10%, et puis comme ça, une autre fois sur 10, tu vas gagner 50%. Donc voilà, c'était mon petit tips pour créer de la valeur cette semaine. Et toi, qu'est-ce que t'as à nous annoncer? Alors moi, il y a plusieurs choses. Alors la première chose, c'est que j'ai commencé à labourer une parcelle de mon terrain. Parce que j'ai envie de progresser dans le domaine du potager. Et on m'a dit la première chose que tu dois faire, c'est tu dois profiter de cette période pour tout labourer et tu vas commencer à préparer la terre pour le printemps au moment où ce sera le moment de planter. Et j'adore ça. Le fait de prendre une bêche, de retourner toute une parcelle de terrain, le fait de me dire que je suis en train d'aller vers plus d'indépendance alimentaire. Imagine que j'arrive à épargner une partie de mon budget nourriture pour pouvoir investir plus. Le fait que ça va me permettre de travailler physiquement, de m'affûter en faisant quelque chose d'intéressant et d'utile. Le fait que je vais contribuer à dépenser moins d'essence pour faire les courses, enfin plein de trucs. Je trouve ça génial. Donc ça c'est quelque chose. Je compte également partager un peu de contenu sur cette histoire. Donc je vous tiendrai également au courant de cette partie de l'investissement. Investir dans sa terre pour qu'elle produise. La deuxième chose qui m'a apporté de la valeur cette semaine. T'avais quelque chose à dire là-dessus? Tu voulais réagir? Je t'ai vu. Dis-moi. Je pense qu'on aura l'occasion enfin c'est même sûr parce que moi je pense qu'on peut faire un épisode facilement là-dessus. Tout ce qui amène de l'autonomie et tout ce qui permet de moins dépendre de quelqu'un. Alors bien sûr en tant que salarié c'est principalement son employeur, mais il y a plein d'autres moyens. Donc moi on parlait des travaux. Plus tu sais faire des petites choses, changer un robinet, peu importe, cultiver la terre, ça en fait partie. Enfin bon, plus on peut être autonome en électricité, en eau, pour dire un point où je suis nul, en garagiste, où je suis totalement, et j'espère qu'il n'écoute pas, mais je suis totalement dépendant de mon garagiste. Et s'il veut m'augmenter le devis, je vais rien voir du tout. Pour moi, tout ce qui nous rend autonome, c'est une énorme création de valeur. Alors, l'autre chose, parce que c'est quelque chose, j'y ai passé quand même beaucoup de temps ces dernières semaines, c'est je me suis passionné pour Realty.
Vraiment. Donc moi, il faut comprendre que je suis complètement passé à côté des cryptos. Si vous regardez le contenu que je publie sur ma chaîne, j'ai fait vraiment beaucoup de crypto bashing. Et le fait qu'il y ait comme ça une possibilité d'utiliser la technologie crypto pour pouvoir investir dans de l'immobilier aux États-Unis qui rapporte beaucoup, je me suis passionné pour ça. Et donc j'ai fait mon travail, j'ai ouvert mon wallet, j'ai transféré des devises pour pouvoir. D'abord, je suis passé de l'euro au stablecoin et puis au stablecoin à la crypto, et ça m'ouvre tout un tas de potentiel. Le fait d'avoir maintenant un wallet, de commencer à avoir le nez dedans, de commencer à suivre comment fonctionne un projet qui est à la croisée, qui est vraiment dans les utilisations des cryptos, de la blockchain au service d'actifs productifs. J'ai trouvé ça génial. Donc j'ai regardé les community calls de Realty, j'ai regardé pas mal de créateurs de contenu qui parlaient de leur expérience avec Realty, j'ai regardé un petit peu la technologie qu'il y a derrière, et c'est quelque chose qui est en train de me passionner. Donc voilà, je pense que j'en reparlerai au-delà de la conversation qu'on va avoir avec Jean-Marc. Bon bah super, ça tombe très bien. Bah justement, je pense que c'est le moment d'accueillir Jean-Marc sur le podcast pour discuter un petit peu avec lui. Tu vas lui raconter ton expérience et moi la mienne, et puis on va lui poser toutes les questions qu'on a à poser. Ça marche ? Ouais, c'est bon pour toi, Victor ? Parfait. Je voulais un peu abréger un peu sur la fin, parce que ça fait déjà. Enfin bon, c'est pas le temps qui me dérange, c'est que moi à 16h il faut que je. On a fait 1 heure. Je vais être seul. Ouais, c'est long, bien. Mais. Attends, je stoppe le recording. Hop. Alors un point qui est